Bienvenue sur Change and Chill, le podcast où l'on parle de changement simplement. Je suis Olivier My et avec mes invités, nous explorons comment le changement peut être une force positive dans nos vies. Des histoires inspirantes avec une touche de légèreté. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Brichet. Salut Nicolas. Salut. Comment vas-tu ? Très bien. Il fait beau là aujourd'hui. Ouais, c'est plutôt agréable. Ouais. Il fait moins chaud qu'au début de semaine. Ouais. Il fait moins chaud que d'habitude. Ouais. Merci de m'accueillir chez toi. Je dis souvent que j'accueille les gens, mais en vrai, là, ces derniers temps, c'est plutôt vous, mes invités, qui m'accueillent chez vous. Donc, merci pour ça. Et quand je suis rentré chez toi, j'ai été fasciné par ce petit tableau qui est en face de moi là. Je vais le lire parce que les personnes ne le voient pas, mais c'est dans cette maison, on s'aime, on s'amuse, on fait des erreurs et on recommence. On croit en soi, on est reconnaissant, on se pardonne, on rit beaucoup, on se donne une autre chance, on essaye toujours, on rêve, on est honnête et on est unis. Je trouve que c'est extrêmement beau. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ça et peut-être comment ça résonne chez toi et peut-être dans la culture de ta famille ? Ouais, c'est intéressant. En fait, on le met toujours en avant, ce tableau-là. On l'a depuis presque qu'on s'est rencontrés avec ma femme. C'est un tableau qui nous avait marqué tous les deux parce que c'est des valeurs qu'on a. Et de se dire que c'est comme ça qu'on veut élever nos enfants, de se dire qu'il y a rien n'est toujours parfait dans la vie, tout est changeable finalement, mais que si on respecte ces valeurs, d'essayer, de croire en soi, de recommencer, de faire beaucoup d'erreurs, on va réussir à faire quelque chose dans la vie. Et ce tableau-là, ma fille, une fois, nous l'avait lu. C'était un moment dans la vie de couple qui était un peu plus compliqué. Et elle nous avait dit, papa, maman, souvenez-vous de ce qu'il y a écrit sur le tableau. Et du coup, on croit en soi, on fait des erreurs, on recommence. Et vraiment, en fait, on était ravis de découvrir qu'elle avait compris le message, en fait. Et c'est quelque chose qui est marquant dans notre famille, de se dire, on se raccroche à ce tableau quand il y a des moments plus difficiles, ou à l'école, ça va moins bien, ou nous, nos boulots, ça va moins bien. Du coup, on se raccroche à ça et on se le dit. C'est vraiment des valeurs importantes pour nous. C'est une vraie ancre alors. Ouais, tout à fait, ouais. Parce que même tout à l'heure, je suis arrivé chez toi, tu vois, je l'ai vu, je l'ai lu. Mais là, le fait de l'avoir dit à haute voix, je trouve quand même c'est une puissance qui est différente. Ouais. Donc si tu l'as entendu en plus, c'est vachement beau, quoi. Ah oui, ouais, tout à fait, ouais. Est-ce que, avant qu'on démarre vraiment ensemble, tu pourrais te présenter ? Ouais, alors du coup, moi j'ai 40 ans cette année. Félicitations. Merci. Moi, je suis marié, j'ai 2 enfants, du coup, qui ont 11 et 9 ans. Moi, j'ai commencé par des études d'infirmier. Si on reprend un peu les études, j'aime bien repartir de là. Sur le parcours, donc moi, j'ai commencé par des études d'infirmier et je suis pas allé au bout de mes études. Je me suis arrêté à la 2e année parce que ça me convenait plus ce métier-là à ce moment-là, parce que je m'y projetais pas. Et en fait, à côté, j'étais bénévole à la Croix-Rouge française depuis une dizaine d'années. Donc le soin, ça a toujours été quelque chose qui faisait partie de, je sais pas, des appétences ou un petit rêve. Ouais, c'est ça. Je pense que ça faisait partie des appétences. Parce qu'à 15 ans, même avant 14 ans, je me suis présenté à la Croix-Rouge en disant j'aimerais donner un coup de main en fait, et du coup j'aimerais m'investir. Seul. Ouais, comme je suis allé tout seul. Ouais. C'est pas tes parents qui t'ont dit tiens, tu pourrais faire ça. Non. Ou... Ouais. Je suis vraiment allé tout seul. Je me souviens, c'était un petit bureau. C'était au moment de l'Erika, de la catastrophe Erika sur les plages bretonnes. Et du coup, ça m'avait marqué. Et ils m'étaient qu'ils recherchaient des bénévoles. Et moi, naïvement, j'avais cru qu'ils allaient m'envoyer sur les plages. Mais ils m'ont dit c'est pas possible, monsieur, vous êtes trop jeune. Et du coup, en fait, voilà, ça a commencé comme ça le bénévolat et du coup l'investissement. Et la Croix-Rouge, en fait, ça a été une école de vie, une école de pas mal de choses en tant qu'ado. En fait, moi, j'ai vécu mon adolescence sur des postes de secours, à aider les autres, etc. Et du coup, ils faisaient un programme de professionnalisation des bénévoles. Et du coup, je suis rentré dans un master en gestion des risques. Au sein de la Croix-Rouge ? Ouais, en fait, ils avaient un partenariat avec une école de formation. Ce qui fait que quand j'ai arrêté mes études, ils m'ont dit, écoute, nous, on te propose de reconnaître tes années de bénévole pour te permettre d'accéder à un grade master, en fait. Ah ouais ? Assez vite, ouais. Et donc, du coup, je suis rentré comme ça, dans un master de gestion des risques que j'ai obtenu. Ça m'a permis de travailler après sur Paris, au ministère de la Santé, sur de la réponse aux urgences sanitaires à l'étranger. Donc, c'était ça mes missions. Donc là, c'est vers quel âge tu disais ? Parce que... du coup, ça, c'est en 2008-2009, donc j'ai 23 ans, 24 ans. Ah ouais, d'accord. À ce moment-là, ouais. Ouais, c'est arrivé assez tôt, en fait. Et donc, du coup, je travaille sur Paris. Après, on pourra rentrer un peu plus dans les détails si tu veux. Oui, on ira, t'inquiète pas. On ira sur ça. Et du coup, je travaille sur Paris. Et en fait, ma femme, elle est infirmière sur Rennes. Pour le coup, elle a fait un seul service. Elle adore le service dans lequel elle est. Elle l'a trouvé dès le premier jour. Et on a dû faire un choix de vie en disant, est-ce qu'on va à Paris parce que ça me plaît ce que je fais ou est-ce qu'on reste à Rennes? Donc, c'est Rennes qui a gagné. À l'époque, en tout cas. C'est ça. Et du coup, je suis revenu sur Rennes. Et là, j'ai travaillé au CHU de Rennes, à l'hôpital de Rennes, dans le service de formation continue. Ok, donc du coup, pas en tant qu'infirmier, mais en tant que formateur alors. C'est ça, ouais. Et du coup, moi, je faisais la formation continue des infirmiers. Donc, je m'occupais des programmes de formation et j'accompagnais, moi, les managers. Je vais pas rentrer dans le détail, mais à l'hôpital, il y avait un changement législatif qui faisait que on devait faire travailler un médecin, un cadre et une cadre administrative ensemble.
ce qui étaient des milieux qui se connaissaient pas avant, qui se tutoyaient pas vraiment. Et donc l'idée c'était de les former à comment on peut manager ensemble, comment on partage les valeurs, comment on crée une vision d'équipe ensemble. Donc, du coup, moi j'ai créé ce programme-là et j'animais certaines séances. Après, je suis reparti chez Klaxoon, donc qui est une entreprise rennaise. Chez Klaxoon, j'étais plutôt au début formateur pour le produit, puis petit à petit, j'ai évolué vers plutôt des missions d'accompagnement, de consulting. Et après, chez Klaxoon, en fait, je me suis rendu compte que l'accompagnement, ça me plaisait, mais que j'arrivais pas à accompagner d'où je venais, en fait, dans le monde de la santé. Donc, j'ai quitté Klaxoon pour créer mon entreprise d'accompagnement des professionnels de santé autour de la gestion des émotions, autour des sujets comme la transformation, comme le management. Et en fait, je fais ça depuis 2019. Et pour finir dans mon parcours, en fait, en 2022, je me suis retrouvé un peu en décalage, où je parlais du travail en équipe. Et moi, j'avais pas d'équipe. Et les exemples que j'avais dans ma vie professionnelle, ça commençait à dater de 4-5 ans. Et je me suis dit, je suis plus trop légitime. Et je me souviens d'une remarque d'une équipe que j'accompagnais vraiment, j'étais chez eux très régulièrement. Et c'était fin d'année, ils disent, bon, on va faire un repas d'équipe. Donc, Nicolas, si tu veux, on se retrouve à 14h. Et je me suis dit, waouh, en fait, je fais pas partie de leur équipe. Je suis avec eux. Donc, ils m'ont invité à d'autres moments d'équipe. Mais là, c'était leur moment à eux d'équipe. Et je me suis dit, ouais, en fait, c'est vrai, je fais pas partie d'une équipe et ça me manque. Donc, j'ai repris un travail de cadre en santé. Et donc, du coup, j'ai repris du manager de santé. Donc là, je travaille dans un établissement de santé et du coup, Tu fais partie d'une équipe maintenant. Ouais, je fais partie d'une équipe et j'en suis content. Et je garde un peu des missions d'accompagnement à côté en plus et de formation auprès des étudiants. Bah, c'est super. Ça nous fait un grand teaser. Ouais. Pas mal d'étapes dans ta vie que je trouve vraiment fascinantes. Et avant de repartir dans l'histoire, une question que je pose maintenant beaucoup en début d'épisode, c'est pour toi le changement, qu'est-ce que ça t'inspire ? Pour moi, le changement, c'est l'idée de tester des choses. Pour moi, je le vois vraiment comme ça. En fait, le changement, dans ma carrière, en tout cas professionnelle, mais même dans ma vie de tous les jours, c'est quelque chose qui m'anime. J'aime pas quand ça reste statique, ça me fait peur, on va dire, quand c'est trop statique, sauf avec mon épouse. Ça va faire 19 ans. Mais je la rassure si elle écoute. Du coup, ça a bougé du coup en 19 ans. Ça a bougé quand même en 10 ans. Mais ouais, le changement, en fait, pour moi, c'est l'idée d'aller tester des choses, d'expérimenter et de se dire que le retour en arrière, il est toujours possible. Et que c'est pas parce qu'on change de métier, qu'on change de vie professionnelle ou qu'on change quelque chose dans notre quotidien que le retour en arrière, il est pas possible. Et du coup, le changement, pour moi, c'est plutôt du mouvement qu'un état statique où on passe de point A à un point B. Pour moi, l'idée, c'est que c'est des vases communicants, on fait des allers-retours permanents. Et finalement, tu le pointais du doigt, qu'en fait, on change toujours un peu tout le temps. Et c'est plus simple finalement. Moi, j'ai connu des équipes dans des institutions où je travaillais, ça faisait 42 ans qu'elles travaillaient dans le même bureau, au même endroit, elle avait jamais rien changé en fait. Et le jour où on a juste déménagé de bureau, c'était envahissant pour elle, inquiétant, ce qui était logique. Alors que moi, j'ai plutôt une approche de dire, je change tout le temps un peu quelque chose. Il y a toujours du mouvement, ce qui fait que je suis pas inquiet par rapport à un changement. Et voilà. Pour moi, le changement, c'est ça, c'est l'idée d'avoir un mouvement perpétuel. Bah super. C'est marrant parce que quand tu parlais du bureau, je me suis dit, c'est vrai que quand on est toujours au même endroit, à faire toujours la même chose, on a nos repères. Et donc forcément, quand tu changes un bureau, tu changes les repères. Donc on ne sait plus sur quoi se baser. Par contre, quand par exemple tu fais du mouvement, parce que tu parlais de mouvement en même temps, en fait tu es sur des appuis, pas forcément sur des repères, tu es sur des appuis. Et c'est ce qui te permet de pouvoir naviguer beaucoup plus facilement. Et donc si tu travailles tes appuis, tu es beaucoup plus à l'aise à pouvoir changer et à naviguer, probablement ce que tu as fait, qu'en ayant des repères trop rigides qui t'empêchent justement de voir autour. Donc voilà, je partage juste la réflexion que j'avais pendant que tu parlais de ça. Parce que c'est vrai qu'on le voit beaucoup dans le monde des organisations aussi, où on fait des restructurations, ça t'as dû en vivre aussi d'une manière ou d'une autre, où là en fait on change les repères des gens. On leur a pas appris à changer d'appui et à voir autrement et à changer véritablement leur manière de fonctionner entre eux et puis même avec eux-mêmes. Parce que je pense que tu fais aussi du travail individuel avec les gens. Justement, on va en parler. Merci en tout cas pour cette réflexion, je te partageais ça. Donc si on revient un peu dans le passé, d'accord, tu nous parles de tes 15 ans. Si on repart encore avant, je ne sais pas si tu as des souvenirs d'avant tes 15 ans, est-ce que tu avais un rêve d'enfant ? Alors moi, mon rêve d'enfant, c'était de jouer au basket. Enfin, je fais du basket depuis que j'ai 5 ans. Et c'était d'être joueur professionnel. Ça, c'était vraiment mon rêve. Mais en fait, l'idée derrière ça, c'était parce que j'ai un poste au basket qui était meneur. Donc tu jouais ? Ouais, je jouais au basket, ouais. Aujourd'hui, je coach, mais je joue plus. Okay. Mais c'était d'être meneur et en fait, c'était l'idée de se dire que d'amener les autres à se développer. En fait, je l'ai compris plus tard. Forcément, quand on commence en tant qu'enfant, il n'y a pas ces liens-là. Mais mon rêve d'enfant, c'était ça, c'était de me dire, moi, je veux aider les gens à faire des choses. Et la manière dont j'avais trouvé de le faire, c'était avec le basket, en fait.
Et du coup, petit, c'était ça. Et je me projetais vraiment en tant que joueur professionnel de basket. Bon, ça s'est pas fait du tout. Ça s'est pas fait, quoi, mais Non. Comme beaucoup de stars, je me suis arrêté. tu t'es arrêté avant de faire de l'ombre star, c'est ça? C'est ça. Voilà, je voulais pas. Et donc, il y a eu le basket d'un côté et donc les études d'infirmier. Et comme tu le précisais tout à l'heure, donc tu t'es arrêté. Ouais. C'était pourquoi? C'était parce que ça te plaisait pas, la manière dont c'était enseigné. Qu'est-ce qui a fait cet arrêt? Alors, l'arrêt, il y a eu 2 éléments. Il y a eu d'abord un premier stage qui m'a fait... alors, j'ai généralisé. Ouais, bien sûr, ouais. Mais du coup, les infirmières pensaient que les hommes n'avaient pas leur place dans les soins. Celle avec qui je travaillais. Ce qui fait qu'elle m'avait renvoyé tout le long du stage que tu n'auras jamais ta place dans le service de soins. Et donc, du coup, ça avait été un stage très compliqué. C'était 5 semaines avec ces infirmières-là tous les jours qui te répétaient tout le temps que j'avais pas ma place, etc. Alors que t'étais juste stagiaire, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc t'es là pour apprendre et en plus on te balançait plein de messages comme ça. Ouais, c'est ça. Et c'était pas simple parce qu'on construit notre identité à ce moment-là quand même. Bah c'est vrai, ouais. On cherche du coup ces fameux repères qui vont nous guider. Et je me suis dit, waouh, si je travaille dans ce milieu-là et que tous les jours on me dit que j'ai pas ma place, je me projetais pas là-dessus. Du coup, ce qui a amené à ce que je doute sur la continuité de l'infirmier. Et en fait, j'ai loupé un mois de cours. Et quand j'ai loupé ce mois de cours-là, j'ai un professeur qui m'a appelé en me disant, écoute, t'es fait pour ce métier. Juste reviens quand t'as le temps. Reviens sur un cours qui te plaît, juste pour reprendre du plaisir à revenir. Donc, j'ai fini ma 2e année comme ça. Mais à la fin de la 2e année, en fait, j'ai fait le point avec ce prof-là. Et on s'est dit tous les deux que là, c'était plus le moment pour moi de continuer. Il fallait que je teste autre chose, que j'aille découvrir quelque chose et que je pourrais revenir. Sauf que je suis pas revenu parce qu'il y a eu un changement de législation qui faisait qu'il fallait que je reprenne tout à zéro. Et c'est marrant parce que du coup, t'as des personnes qui t'ont dit tu n'as pas ta place et de l'autre côté, t'as une personne, c'est fait pour toi. Ouais. C'est quand même dingue ce paradoxe, quoi. Mais je trouve ça marrant d'avoir finalement une situation qui est un peu inversée. C'est-à-dire que souvent on dit les femmes n'ont pas leur place à tel endroit et là, c'est vraiment toi qui l'as vécu en tant qu'homme dans ce métier-là. C'est-à-dire bien dire qu'il y a un contexte qui fait que culturellement parlant, il y a un profil, on va dire, qui est plus adapté qu'un autre. Ouais. Et à l'époque, en tout cas, c'était moins acceptable. Que, je sais pas aujourd'hui d'ailleurs si c'est mieux ou pas. C'est beaucoup plus lissé. Enfin, on C'est le plus voit lissé, même. ouais. Hein. Ouais. Avant, enfin, moi, on était 90 dans ma promotion, on était 5 hommes. Ouais. Donc, le rapport faisait que on était en sous-nombre. C'est une profession qui a été longtemps féminisée, réservée aux femmes, pour pas toujours les bonnes raisons dans l'histoire de la profession infirmière. Mais oui, il y avait ça. Je pense aussi qu'il y avait cette équipe qui vivait des choses où je leur renvoyais peut-être des choses qui étaient pas bonnes. Mais ouais, c'est vraiment ça. Se dire, est-ce que vraiment un homme a sa place dans les soins? Hormis dans les soins où on a besoin d'un homme pour porter des charges lourdes, pour aller au conflit avec un patient. Là, il y avait besoin d'un homme. Donc, ça renvoyait à des images auxquelles moi, je suis pas particulièrement fort. J'aime pas beaucoup la bagarre. Et du coup, on m'enfermait en fait dans ce rôle-là que je voulais pas. Et ouais, c'était pas simple à ce moment-là pour moi. Ouais. C'est marrant parce que moi, j'ai été brancardier. Ah oui. Pendant quelques mois, c'était un boulot d'été, quoi. Ok. C'est vrai que moi, j'ai un papa qui est médecin. Et donc, forcément, j'ai navigué dans des hôpitaux aussi, donc je connais un peu ce milieu-là. Mais c'est vrai que ce qui est marrant, c'est que j'ai pas du tout eu le même accueil. Bah oui. C'est vrai que du coup, je rentre dans le profil qui va bien avec la fonction, si je puis dire. Et du coup, effectivement, j'étais plutôt bien accueilli par les infirmières. Tu vois, c'est marrant. Hein. Bref, ça, c'est un beau souvenir que j'ai. Et donc, tu quittes la partie infirmier et tu rentres dans le master, de ce que je comprends. Qu'est-ce que tu y découvres de marquant et dont tu te souviens aujourd'hui? Dans le master? Ouais. C'était un master professionnel, donc c'était que des gens qui étaient en activité et la pluralité des parcours. Moi, c'est ça qui m'a marqué quand je suis arrivé. Il y avait des gens qui venaient d'un peu partout, un peu de tout horizon, et on se rejoignait autour d'un point commun. Bon, là, c'était une thématique particulière et que finalement, on pouvait arriver de plusieurs chemins, mais d'arriver à un point commun, en fait. Et c'est ça, moi, qui m'a marqué, c'est que j'étais en formation avec des gens qui avaient des métiers qui travaillaient aux affaires étrangères, sur des théâtres de catastrophes. Enfin, c'était des âges différents, là aussi. Ouais, des âges différents. Et des petits jeunes comme moi, on arrivait, pensait avoir vécu pas mal de choses et finalement, à leur contact, on se dit non mais en fait, on peut se reconvertir. Je me souviens, quelqu'un qui avait 50 ans, il faisait ça pour la fierté d'avoir un grade de master parce que c'était quelqu'un qui était monté par le bas de l'échelle entre guillemets et qui avait jamais eu de reconnaissance de diplôme, mais son parcours professionnel faisait qu'il avait plus de connaissances que la plupart des formateurs qui pouvaient venir parfois. Mais en tous les cas, c'était le côté, on vient de différents horizons, différents parcours et on se rejoint sur un point commun et on apprend tous ensemble la même chose et on partage nos visions, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait marqué parce que culture profession infirmière, on est quand même sur des connaissances qui sont assez stables quand même. Bon, il y a eu beaucoup de découvertes depuis, mais c'est quand même assez stable. Il y a beaucoup de transmissions. On n'a pas besoin de remettre en cause ce qu'on nous apprend parce que c'est comme ça.
Alors que là, j'arrivais dans le master où on nous dit non mais en fait la culture gestion des risques, ça n'existe pas trop en France. Donc du coup, on va vous présenter plein d'expériences et l'idée c'est que vous alliez après trouver un terrain de stage pour expérimenter ça, voir comment ça passe, voir la culture, etc. Et ça m'avait surpris en fait de se dire que en fait si on peut encore construire des choses, des connaissances, on peut encore produire et participer à des expérimentations en fait. Ça veut dire que cette culture de l'imprévu, de l'inconnu, là où on teste, finalement, c'était encore plus vrai à cet endroit-là. Ouais. Et donc, tu as dû chercher un stage pour faire ça. Tu l'as trouvé facilement. Comment est-ce que tu as fait en fait pour trouver un terrain d'expérimentation pour gérer des risques? Je veux dire, tu vois, c'est pas si évident que ça. Non, alors en fait, moi, avec l'activité bénévole à la Croix-Rouge, ça m'a fait rencontrer des personnes à la préfecture, au niveau des pompiers. Et donc, du coup, je traitais déjà avec des personnes qui étaient en commandement, on va dire quand même chez les pompiers ou autres. Et j'aime bien entrer en réseau avec les gens, j'aime bien m'intéresser à eux, être curieux. Et donc, du coup, quand j'ai eu besoin d'un stage, en fait, je les ai appelés tous les deux en disant, voilà, je sais pas comment ça se passe chez vous, mais je cherche un stage d'une année, c'est rémunéré par contre, comment c'est possible de faire, etc. En préfecture, c'était compliqué, ils m'ont pris 1 mois, mais c'était pas possible de faire plus. Et puis après, les pompiers m'ont dit, en fait, ton profil nous intéresse, parce que t'as un côté secouriste. Et nous, on cherche des volontaires. Donc, est-ce que t'es OK pour devenir volontaire? Et nous, on te prend en charge, Donc, chez les pompiers, alors? Ouais, chez les pompiers, ouais. En stage, et c'est un service de prévision et de planification. Et leur rôle, c'est vraiment de se dire, on imagine le pire. Et dans le pire, comment on ferait pour s'organiser? Sachant que ça arrivera peut-être jamais. Mais juste, si ça arrive un jour, on a la fiche qui est déjà prête, en fait. C'est génial, ça. Ouais. Donc, c'était d'imaginer toujours le pire scénario en disant, OK, il y a ça qui existe. Ouais, mais si ça marche pas, comment on fait? Et de réfléchir à ça tout le temps. Ouais. Et tu es plutôt imaginatif comme garçon? Ouais. Ouais. Je pouvais aller très loin dans les choses et au bout d'un moment, on se dit, là, ce serait vraiment quand même cata, quoi. Est-ce que tu as un truc qui te revient, un scénario particulier auquel tu avais pensé et qui a généré une structure et quelque chose autour? Ouais, alors, pas vraiment forcément chez les pompiers, c'est un petit peu plus tard, parce que j'ai gardé ce métier-là quelques années. Et en fait, c'est assez drôle parce que j'ai participé à une réflexion sur un confinement généralisé en France pour un problème sanitaire. À quelle époque, du coup? En 2011. 2011, d'accord. Donc, tu avais prédit 10 ans d'avance. Et on était dans une équipe où on nous disait, un jour, il y attaque peut-être un problème. Alors, c'est plutôt sur attaque chimique, hein, c'était pas sur une maladie ou une épidémie, hein, c'était pas du tout ça. Mais c'est de se dire, on doit réfléchir comment on confine des gens, comment on vaccine des gens en masse et comment on organise les hôpitaux pour qu'ils continuent. Et donc, nous, on devait projeter ça, en fait. Mais du coup, c'était donc pas chez les pompiers, c'était plutôt dans un là, organisme... c'est au ministère de la Santé. Ouais. Ok, d'accord, ministère de la Santé. Une agence sanitaire à côté, ouais. Ok. Et du coup, effectivement, on devait réfléchir à ça à ce moment-là, et c'était assez dingue de se dire, en fait, un jour, on sera bloqué chez nous, on pourra plus faire. Bon, aujourd'hui, on sait qu'on l'a vécu, et c'était pas du tout pareil. Hein. C'est vrai? Non, c'est quoi les grosses différences alors entre ce que vous aviez pensé à l'époque? Nous, on avait imaginé quand même que c'était l'armée qui devait faire, que les gens seraient pas obéissants, qu'ils resteraient pas chez eux. Et au final, moi, j'étais surpris de se dire, c'est annoncé, je sais plus quand, un lundi, le mardi, tout le monde est chez soi, tout le monde se réorganise, et finalement, on a une grosse capacité de résilience à ce moment-là. Mais oui, nous, on avait imaginé ça quand même, que les gens résisteraient, qu'il faudrait mettre l'armée dans les rues, etc. Ouais. Mais non, on avait été imaginé, en fait, les hôpitaux, il y a plus d'électricité, il y a plus d'eau, et du coup, comment on fait pour organiser tout ça? Donc, c'est celui que je donne souvent en exemple quand on me demandait un peu mes métiers, parce que ça m'a toujours fait sourire qu'en 2020, quand j'entends on va confiner les gens, je me dis, quand même, il y a 9 ans en arrière, on nous demandait de le faire, mais c'était lunaire ce qu'on avait écrit, c'était de la science-fiction. Et là, si, en fait, je pense pas qu'ils aient regardé ce qu'on avait écrit, hein. Mais du coup, c'était rigolo, quoi. C'était la petite anecdote sur. C'est marrant de te dire quand même que ce à quoi tu as pensé il y a X années, c'est quelque chose qui arrive. Et en fait, tu peux faire des comparatifs par rapport à ce que tu avais imaginé. Tu peux le vivre autrement, tu vois, au sens expérimental du terme. Tu fais, ah ouais, ils ont fait ça. Ok. J'aurais pas fait ça. J'aurais pas fait ça, moi. Non, pas du tout. Et donc, tu as ces expériences, donc ministère de la Santé, tu disais. Ouais. C'est quoi le gap qu'il y a entre cette expérience-là et Klaxoon? Parce que du coup, pour moi, il y a un trou là qui n'est pas super explicable. Alors en fait, dans le chemin en fait pour y arriver, c'est de me dire que quand je finis, alors c'est une agence sanitaire, hein, c'est ce choix-là entre Rennes et Paris. C'est à ce moment-là de ma vie et je me dis ok, bon j'ai bien compris que Paris, moi je faisais les allers-retours tous les jours, hein, donc on se disait dans la voiture ça met 1h30, à l'époque ça mettait 2h10. Ouais. Donc je faisais 2h10 le matin, 2h10 le soir. Et donc ma femme me dit moi j'aimerais rester à Rennes. Tu faisais les allers-retours dans la journée? Ouais, tous les jours. Ouais. Départ 5h35, retour vers 21h30. Oh là là. Ouais, voilà. Donc quand on se projetait, on veut des enfants et tout ça, la vie faisait que c'était pas possible. Ouais. Et quand je suis revenu à Rennes, je me suis dit en fait, moi j'avais commencé à passer des concours pour rentrer chez les pompiers, ça avait pas marché. Je me suis dit en fait qu'est-ce que je vais faire? Et quand j'ai postulé au hasard au CHU, ils m'ont dit votre parcours il nous intéresse parce que vous avez de la formation. Moi j'étais formateur à la Croix-Rouge française depuis 2001.
Écoute, t'as monté les grades à la Croix-Rouge alors. Ouais. Et quand je suis arrivé du coup en 2011-12 au CHU, ils m'ont dit, mais en fait, ça fait 12 ans que vous faites de la formation. Bah, ça nous intéresse que vous veniez en fait en tant que responsable formation continue, enfin responsable de formation, on était plusieurs, pour animer des formations auprès de nos formateurs d'abord. Et puis après, il y avait ce programme management. Et c'est au CHU que je me suis formé à la pédagogie, que je me suis formé à l'accompagnement de cadres, à l'accompagnement de professionnels, sur un master et puis sur d'autres formations continues. Donc ça, c'était à Rennes. Hein. Ouais, c'était à Rennes, ouais. Et du coup, c'est quand j'ai fini mon expérience au CHU. Alors, avant Klaxoon, ça s'appelait Regard. Klaxoon s'appelait Regard, c'est ça? Ouais, en fait, c'était deux entreprises différentes, mais bon, l'équipe Regard est devenue Klaxoon à un moment donné dans l'histoire de Klaxoon. Et chez Regard, en fait, on crée des contenus de formation. Donc moi, je suis rentré d'abord par cette porte-là. Donc c'est la partie formation qui vraiment a créé la passerelle. C'est ça. Okay. Et quand je suis rentré dedans, j'étais chef de projet chez Regard. J'allais chez les clients. Petit à petit, il y a Klaxoon qui commençait à se développer. Ils m'ont proposé, comme tous les chefs de projet, d'utiliser Klaxoon dans nos accompagnements. Puis ils voyaient qu'il y avait un truc qui prenait. On était 2-3 chefs de projet à vraiment bien aimer le produit et à l'utiliser. Et du coup, ils nous ont dit, est-ce que ça vous intéresse de passer en fait chez nous? Quand on est passé côté Klaxoon, là, on a été formés. Donc, tu étais chef de projet du côté CHU en fait, mais en utilisant les produits de Regard, c'est ça? Ouais. Ok, d'accord. C'est intéressant. Et un élément qui est pas très clair dans ma tête, c'était, parce qu'on en a peut-être pas parlé d'ailleurs, hein, c'est que tu parlais de tes expériences au ministère, mais là, tu étais toujours en stage? Non. Oui, ok. Là, tu étais quoi, en mission? Ouais, j'étais recruté en fait. J'étais salarié de chez eux. Ah, ok, d'accord. Ok, donc là, tu étais vraiment en train de travailler là-bas. Après, c'est la prise de décision de te dire qu'est-ce que je peux faire pour rester à Rennes de par le contexte familial. Et puis là, c'est le CHU qui démarre. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Et donc là, tu formes les formateurs dans le CHU. Je vais revenir sur cette partie-là parce que on verra Klaxoon après. Mais du coup, tu les formes à quoi? À la pédagogie. En fait, on s'est rendu compte, il y a la formation professionnelle en santé, il y a des organismes extérieurs comme partout, mais il y a quand même des thématiques qui sont ultra liées aux soins dans l'enceinte de l'établissement, en fait, où c'est difficile d'aller chercher une expertise extérieure sur un protocole de soins intérieur. Donc, du coup, on a recruté depuis toujours des formateurs internes au CHU qui sont infirmiers le lundi, mardi et le mercredi, jeudi sont en formation. Ils forment. D'accord, ouais. Ils forment des équipes à la douleur, à plein de choses. Et c'est souvent des gens qu'on prend pour leur expertise. Et on s'est rendu compte que de passer d'expert à formateur, c'est pas si simple. Ah non. Et que il y avait des gens où c'était naturel. Ils avaient ça, cette fibre, cette connaissance, peut-être des expériences perso à côté, etc., qui faisaient que les contenus de formation étaient hyper adaptés. Et d'autres où on voyait qu'on avait plus de mal à inscrire des gens, où les contenus étaient un peu moins attractifs. Donc on s'est dit, il faut former ces formateurs à c'est quoi la pédagogie et surtout c'est quoi la pédagogie que nous on veut voir au CHU. C'est-à-dire d'éviter ce côté hyper transmissif, des contenus de formation hyper lourds, mais on va passer par le jeu, on va passer par des scénettes, de la simulation. En fait, on a essayé de décaler la vision de la pédagogie, qui était très transmissive, à quelque chose de plutôt ludique, etc. Donc moi, je les formais à ça, en fait, à se dire, je vais vous expliquer comment fonctionne votre cerveau, votre mémoire, et comment, du coup, on fait en sorte que les contenus que je transmette, les gens, ils aient envie de les retenir. Parce que de passer de 10 ans d'expertise à 2 jours de formation, on peut pas avoir le même niveau en sortie, en fait. C'est normal, ouais. Et c'est marrant, ça veut dire que déjà à l'époque, tu avais fait shifter d'un enseignement, je dirais plutôt intellectuel, mental, tu vois, où on te balance plein de trucs et puis on a l'impression que tu vas pouvoir emmagasiner tout ça, donc 10 ans en 2 jours, quoi, à quelque chose qui est plus expérientiel, de ce que j'entends. Et ça, c'est quelque chose qui était perçu comment par les gens? Alors, toujours pareil, il y en a une partie qui adore. Ouais. Ça, c'est chouette. Ouais. Et une partie qui disait que ça marche pas et que ça marchera jamais parce que en santé, on peut pas rire. C'est sérieux ce qu'on fait. On n'est pas là pour faire des jeux et rigoler. On peut pas rire en santé. Non, c'est vraiment le message que tu as entendu. Ouais. C'est ça en fait. Et du coup, c'était l'époque où les serious games commençaient à arriver dans les entreprises, etc. Et ils disaient non, mais ça c'est pas pour nous. En fait, on peut pas le faire. Et l'idée, ça a été de leur dire moi, je vous propose, j'anime une séquence dans votre formation. Vous me donnez le thème que vous voulez et du coup, je vous montre comment on peut faire en fait. Ouais. Et ils m'ont donné le pire truc, c'était gestion de l'annonce d'un décès. Et là, je me dis comment je vais animer un truc qui est quand même hyper tragique, hyper dur. C'est ça, ouais. Qui renvoie à plein de choses chez les gens dans l'imaginaire. Et en fait, j'ai choisi de leur dire, c'est quoi votre meilleure anecdote que vous avez envie de me transmettre autour de la gestion d'un décès. Et on voit que les anecdotes dans la santé, c'est toujours des trucs un peu pas rigolo au sens parce que c'est tragique, mais un truc qui s'est pas passé comme prévu. Un truc où on s'y attendait pas et du coup, ça a amené à rigoler, à un fou rire, un truc, enfin voilà. Et du coup, elle s'est dit, ah ouais, on peut parler de la mort
qui est un sujet tragique, sérieux, en étant sérieux dans son approche. C'est-à-dire que derrière, moi, je voulais qu'ils apprennent quelque chose, qu'ils changent une partie de leur pratique, etc. Mais d'abord, en fait, on amène à retrouver du plaisir autour de ce sujet-là. Et les gens étaient en mouvement, les gens étaient... Voilà. Et c'est en leur faisant vivre, eux, l'expérience de... en fait, c'est possible. Pas tous les sujets, pas tout le temps, parce qu'il ne faut pas tomber dans l'excès inverse où on fait que jouer toute la journée. En fait, il y a un moment donné où c'est plus pertinent. Mais juste de dire, il y a une petite dose à un moment donné où je leur apprenais à sentir le moment où le groupe a besoin de... Là, il faut qu'on lâche, il faut qu'on change de position, etc. Et à repérer ces moments-là pour leur dire, là, c'est important d'y aller, en fait. Donc, ça veut dire que c'est mettre un peu de légèreté sur un sujet qui est un peu lourd, sans oublier, en fait, de l'importance que ce sujet peut avoir, et donc de le ramener au cœur de la conversation lorsque c'est nécessaire. Ouais, c'est ça. Et donc, le fait de raconter des anecdotes, c'est ça qui a amené cette légèreté-là. Ouais. Et qu'est-ce qui a amené le déclic de se dire, OK, en fait, c'est quelque chose qu'on peut utiliser. C'est-à-dire qu'il y a eu des impacts particuliers, des retours des participants qui se sont dit, ah ouais, je pensais pas qu'on pouvait faire ça. Ouais, alors il y a eu les participants et puis il y avait les formateurs en fait qui étaient à côté en disant mais en fait c'est génial. Et les deux formatrices qui étaient là, c'est le retour qu'elles m'ont fait à la fin en fait. En fait, c'est génial, on a parlé d'un sujet tragique mais on n'a pas été dans le pathos, dans le côté un peu dur de la mort parce que c'est pas un sujet facile à aborder. Et du coup, c'est resté agréable pour tout le monde en fait. Ce moment, il n'a pas été inconfortable. En fait, c'est ça qui était difficile pour elle en tant que formatrice, c'était de se sentir dans un inconfort quand il y a un truc envahissant qui arrive, qui est lourd. Et on sait pas quoi en faire. Donc ce moment-là, il est arrivé peut-être plus tard dans la formation. Mais elles avaient tout en tête le côté où on a déjà partagé ensemble des trucs un peu sympas autour de ce sujet-là. Alors, c'est pas... Ça crée des liens entre les gens et donc on peut aborder les sujets plus difficiles finalement derrière. C'est ça. C'est un peu le déclic qu'il y a eu pour elles. C'est de dire, OK, c'est pas fait pour moi tout le temps. Mais j'ai compris que pour les participants, ça pouvait être important. Et donc, du coup, elles l'ont fait après à leur sauce. Elles ont repris parce que c'est toujours pareil, en fait, on peut pas former différemment de qui on est, je trouve. Ouais. On peut essayer de changer, on peut essayer de s'améliorer, etc. Mais il y a toujours un truc qui fait que si je suis pas en sécurité de faire ce jeu ou la manière dont tu l'animes, je le ferai jamais. Donc moi, c'était de l'amener c'est quoi ta zone de sécurité et comment dedans, là, on peut essayer d'injecter un petit truc qui va changer, qui va varier. Et même pour ton plaisir de formatrice, en fait, je les ai amenés là-dessus en disant, t'en as pas marre depuis 10 ans, faire tout le temps le même contenu 10 fois dans l'année. Et en fait, de leur dire, si tu changeais juste un truc une fois dans une session, dans ton année, en fait, test. Et du coup, en fait, c'était en fait le petit pas, je mets un tout petit changement en place et je vois ce que ça donne. T'as fait quelque chose de très adaptatif, parce que c'est vrai que dans le monde de la ludopédagogie ou tout ce genre de choses en fait qui se développent, t'as des extrêmes, tu vois. Même moi qui utilise souvent des ateliers légers comme ça, il y a des trucs que je ne ferai jamais. Ou en tout cas, je dis jamais aujourd'hui, et puis peut-être qu'un jour je le ferai, mais il faudra un contexte très particulier parce que moi, ça risque de me mettre en inconfort. Et si moi, ça me met en inconfort, c'est quand même difficile, si tu mets les autres en inconfort, de pouvoir cadrer tout ça. Je suis pas très expressif, tu vois, de manière générale. Donc, faire des trucs qui sont trop bruyants, par exemple, pour moi, c'est très inconfortable, tu vois. Mais justement, en parlant de ça, parce que dans ton parcours, j'ai pas entendu de regard ou d'études particulières ou de curiosité sur la pédagogie ou sur, justement, une manière de faire différemment de l'enseignement. Ça t'est venu comment pour pouvoir le partager par la suite au CHU? Alors du coup, je reviens sur le côté en fait à la Croix-Rouge française, on a été formés et en fait à la Croix-Rouge en 2001, ils avaient déjà ces approches. Ah OK, ouais. Et la phrase c'était le bon cœur ne suffit plus, il faut se professionnaliser. Et c'était de se dire, on peut plus juste se dire on a des bénévoles qui sont sympas, etc. Il va falloir qu'on les forme et il faut se rappeler que ils viennent donner de leur temps. Donc si on les forme et que c'est rébarbatif et que c'est pas intéressant, les gens ils donneront plus de leur temps, ils diront c'est bon en fait, je vais pas faire 3 semaines de formation pour être bénévole et donner de mon temps. Ouais. Donc tout de suite, ils ont à la Croix-Rouge, ça arrive en mallette pédagogique en fait. Quand ça redescend du national, tout est fait. Nous on n'a plus qu'à se former à l'animation de ça. Et les contenus qui nous arrivaient, c'était du post-it, c'était des jeux de rencontres pour que les gens fassent la connaissance au début de la formation, un peu les icebreakers qu'on pourrait dire aujourd'hui. Et en fait, tout de suite, ça avait été imaginé comme ça. Donc moi, quand j'ai découvert la pédagogie, j'ai été mis dans ce bain-là en fait tout de suite. Et c'était très en avance sur leur temps, mais parce que c'était la Croix-Rouge internationale. Et je pense que on bénéficiait des approches des autres pays où c'était la nature en fait de faire ça. Et moi, j'ai toujours été curieux d'apprendre. C'est un marqueur sur mon parcours. J'apprends au contact des gens. Donc, dans le basket, je regardais des vidéos. Je me suis formé à l'arbitrage dans le basket. Donc, j'ai suivi des formations, etc. Et puis, j'ai eu cette expérience, comme tout le monde, de l'éducation nationale, etc. Et moi, j'étais pas un très bon élève. J'avais 10, 12 de moyenne et je me suffisais de ça parce que c'était pas mon modèle. En fait, je me suis jamais retrouvé à pouvoir être à l'aise dans réutiliser mes connaissances à l'éducation nationale parce que c'était un modèle qui était trop fermé pour moi.
Et quand j'ai dû faire mes premiers cours, je me suis dit, en fait, je veux pas m'imposer à moi-même de faire des trucs sur lesquels moi, j'étais pas à l'aise. Donc, j'ai trouvé la patte, en fait, à l'endroit où moi, j'étais à l'aise. Donc, c'est comme ça, en fait, que j'ai fait. Je me suis dit, moi, j'aime bien apprendre au contact des gens. J'aime bien discuter avec les gens pour apprendre, pour découvrir, faire des stages d'observation. J'ai toujours aimé faire ça, en fait, aller découvrir des métiers, des trucs. Et je me suis dit, je vais faire vivre des expériences de formation comme ça aux gens en disant, tiens, on va aller découvrir, on va aller regarder ça. Ouais, donc ce que je comprends, c'est que toi, tu aimes bien créer des conversations plutôt que d'être dans le monologue qui unilatéral, hein, qui, ça se trouve, totalement ennuyer les gens, quoi. Ouais. Mais c'est marrant parce que je me dis qu'effectivement, la réflexion de la Croix-Rouge à l'époque, c'est de se dire comment est-ce que j'apporte de la valeur à des gens, en fait, qui finalement viennent vraiment de bon cœur, comme le slogan le dit, et pour qu'ils aient envie de rester, quoi. Et je me dis, mais c'est quand même dommage qu'on se pose pas plus la question, même à l'école ou de manière générale, tu vois, il y a ce côté, je fais la formation, je coche des cases, mais j'essaye pas d'avoir, et encore une fois, je caricature en disant qu'on le fait pas, mais il y a encore une grosse tendance à simplement déployer des choses, tu vois. Je prends des slides, je les balance, et puis ensuite, je suppose que les gens, c'est bon, ils ont eu la certification, tout est bon, quoi. Alors qu'en fait, l'expérience de la conversation, de l'intégration est quelque chose de très humain et qui n'est pas logiciel, quoi. Et donc, c'est intéressant de voir quand même qu'il y a des organismes qui ont pensé ça très tôt. Maintenant, ça arrive dans le monde des entreprises. Et encore, je trouve que ça n'arrive pas de manière si marquée, quoi, aujourd'hui. Parce que tu vois, quand tu disais le rire dans la santé, ça marche pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises où ils nous disent, nous, on n'est pas là pour jouer, quoi. Tiens, ça, on l'entend encore beaucoup. Donc, je comprends maintenant la dimension de jeu, de pédagogie, en fait, que tu as eu. Et du coup, donc, tu fais la connexion dans un projet avec Regard. Qu'est-ce qui te fait basculer, te dire, OK, il y a une opportunité à aller chez eux? Parce que du coup, tu étais dans le CHU, tu étais dans ton domaine, tu faisais de la pédagogie, mais qu'est-ce que tu as vu dans cet ailleurs qui t'a donné envie d'y aller? Alors, moi, dans tous mes changements, en fait, j'essaie de marcher au projet. OK. Et je me dis, à ce moment-là, il y a un poste qui me paraît hyper intéressant. Je parle avec une des chefs de projet qui était là depuis longtemps. Et du coup, la manière de voir les choses, la vision de l'entreprise, etc., me plaît. Et au CHU, dans le même temps, en fait, on était dans un moment où nous, on avait à Rennes, ça s'appelle l'Hôtel Dieu, mais on avait un ancien hôpital à notre disposition pour la formation. Donc, on avait des blocs opératoires, on avait tout. Et on était à l'extérieur, dans un beau site de Rennes, etc. Ils nous disaient, là, vous allez revenir sur le CHU et vous aurez plus que 2 salles de formation, des salles ultra classiques. Donc, on passait dans un environnement où on avait toutes les possibilités offertes à, là, vous aurez plus que 2 salles. Nous, on tournait à 5-6 salles avant. Enfin, bref. Donc, je me suis dit, là, on va commencer à me limiter. Et en fait, je pense que quand on me met des contraintes et que j'ai plus de liberté dans mon action, ça me pousse à partir, en fait. Et c'est un peu ça, en fait. À chaque fois que je me suis senti contraint ou limité dans ma créativité, dans l'innovation que je pouvais apporter, je respecte toujours le cadre qu'on me donne. Mais dans le cadre, j'aime bien qu'on me laisse naviguer un peu comme j'ai envie. Et donc, du coup, là, je sentais que j'étais un peu trop contraint. C'était plus la même façon de voir la formation. On avait changé de directrice, etc. On avait un peu moins cette aisance-là. Et du coup, je me suis dit, en fait, à côté, c'est possible. Donc, pourquoi pas essayer? Ah, c'est intéressant. C'est-à-dire que tu as ce déclencheur de la contrainte qui te dit, tiens, peut-être il y a quelque chose à faire. C'est ça, en fait. Je marche un peu à ça, en fait. Quand je me sens contraint dans un environnement, j'essaye d'aller voir s'il n'y a pas un ailleurs où j'aurais moins de contraintes dans ma créativité. Ouais. Et donc, tu rentres dans ce monde-là. C'est finalement le monde de l'informatique. C'est un monde que tu connaissais? Non, pas du tout. Non, c'était ma vraie crainte quand je suis arrivé chez eux. Je découvrais un langage que je ne comprenais pas. Et ça vient avec un jargon directement, une culture. C'est ça. Ouais, et puis ils ont, il y a une culture d'entreprise effectivement, mais il y avait des termes très anglicisés. Ouais. Alors que dans la santé, on est plutôt sur des termes très français où il y a très peu d'anglicisme dans nos méthodes de travail ou dans l'apprentissage. J'ai découvert d'ailleurs qu'il y avait des méthodes de travail et que je ne connaissais pas ça. En fait, moi, on m'a toujours dit, tu fais comme ça et c'est comme ça. Et qu'est-ce que tu mets derrière méthode de travail du coup? De se questionner sur comment on organise notre travail. Et chez Regard Klaxoon, c'est un truc qu'on faisait presque en permanence, en fait, de se dire, ça vient avec les concepts d'agilité, même si c'était pas totalement de l'agile, mais de se dire, on se questionne au bout d'un certain temps, de certaines semaines, mois, de dire, tiens, qu'est-ce qu'on a fait? Et pour faire ce qu'on a à faire après, comment on va s'organiser pour le faire, le travail? Moi, au CHU, j'ai fait 4 années où on s'est jamais regardé travailler, en fait. Jamais on s'est dit, tiens, c'est vrai que ce process-là, il est un peu compliqué en fait à mettre en œuvre. Et, en fait, c'est comme ça, c'est compliqué, donc juste on garde et on bouge pas en fait. Ce qui est important, c'était de faire quoi. Ouais, de faire et puis de surtout pas trop bouger parce qu'en fait, c'est des process qui ont toujours existé. Donc ça a toujours été. Il y avait un peu cette vision-là. Je sais pas où ça en est aujourd'hui.
Mais de se dire, en fait, la procédure, quand on regardait la date d'écriture, c'était 96, 97 et on était en 2012, quoi. Ouais. Et du coup, mais ça marche. Donc, pourquoi changer? Et j'arrive chez Klaxoon Regard et là, on te dit, en fait, on change tout le temps. Déjà, t'as pas de bureau vraiment attitré. On avait quand même un espace à nous, hein. Mais si t'as envie d'aller travailler à la cafette là-haut, tu peux. Ah ouais, ok. J'ai découvert le Wi-Fi. Enfin, tu vois. Mais ça a été vraiment ce contact-là de se dire, le PDG, je peux prendre le café avec lui le matin. Il me parle, il me dit bonjour. Ochu, le directeur général, c'était très solennel quand on le rencontrait parce que c'est quelqu'un qu'on rencontre pas souvent. Et là, je découvre en fait cette proximité-là, cette simplicité-là et en même temps, cette capacité à délivrer et à travailler qui est ultra présente en fait. Et je me dis en fait, on peut avoir un environnement hyper sympa au travail, hyper léger et en même temps de délivrer des trucs. Et méthode de travail, je mettrais tout ça en fait derrière. De se dire, c'est on pense comment on veut s'organiser, c'est-à-dire que on veut un travail léger, ok, on se donne les moyens de le faire et comment on fait pour que le travail soit léger et en même temps qu'on délivre parce que ça reste une entreprise hein, et il faut délivrer pour vendre et pour payer les salaires aussi derrière. Bah c'est ça, ouais. Mais c'est marrant parce que du coup, des fois en changeant de contexte, on n'arrive pas à s'appliquer des règles qu'on s'applique ailleurs. Parce qu'en fait, c'est exactement ce que tu faisais dans la pédagogie. Tu as amené de la légèreté en te donnant les moyens pour délivrer ce que tu avais délivré, sous une autre forme. Et en fait, quand tu te rends compte que tu peux le faire de manière beaucoup plus globale, hein, pas juste à la formation, mais aussi dans toute la manière de travailler, bah ça devient une nouveauté, quoi. Parce que le contexte était différent. Mais là, du coup, tu l'as vécu. Et de toute cette expérience Klaxoon, qu'est-ce que toi, tu gardes de marquant? Le regard centré sur l'humain. En fait, dans la santé, on fait tout pour le patient. Mais des fois, on l'oublie un peu dans nos manières de faire. On se dit tellement qu'on est très empathique qu'on oublie de se questionner sur est-ce que vraiment on l'est. Et là, je découvre un monde de l'entreprise qui est quand même concurrentiel, qui est quand même dur, mais où chacun a une attention sur l'humain au sein de l'entreprise et sur nos clients. Et c'est vraiment ça, en fait, que j'essaye de garder aujourd'hui, de me dire, on peut faire des choses hyper dures. Enfin, parce que chez Klaxoon, c'est en esprit startup, donc il y a quand même de la pression à faire des choses, à innover, à tester, on change en permanence nos procédures, mais toujours en se questionnant, est-ce que c'est le bon moment pour toi? Ouais. C'est-à-dire que le changement, il est là, mais je l'ai pas vécu comme un truc imposé où t'as pas le choix, tu tais et tu fais ce que je te demande. Donc pas sous la contrainte. Ouais, j'ai pas senti de contrainte, ouais, effectivement. Et du coup, ça, c'est un truc qui m'a marqué et j'essaye de le garder maintenant dans soit mes accompagnements ou aujourd'hui quand je manage, de me dire, j'essaye de m'intéresser aux gens. Des fois, enfin, là, je dois accompagner un changement où on n'a pas le choix, en fait. C'est comme ça. Et je suis d'accord ou pas d'accord, c'est pas la question qu'on me pose, on me demande de le faire. Mais par contre, je me dis, tiens, est-ce que mon équipe, là, j'ai pas besoin de ralentir un peu juste pour leur offrir de la respiration pour que derrière, après l'été, on soit capable de se remettre en place, etc. Et ça, je l'ai vraiment appris chez Klaxoon, c'est le truc marquant. En termes de vécu, c'est de me dire, on peut s'intéresser à l'humain tout en étant hyper productif et hyper investi, en fait. C'est pas antinomique. Super. Ouais, super, ouais. Du coup, Klaxoon, tu me disais qu'il n'y avait pas de contraintes. D'accord, hein, dans ce que j'entends. Et pourtant, tu as décidé de partir à un moment donné. Ouais. Qu'est-ce qui a fait ce mouvement-là? En fait, moi, j'ai vécu les débuts de Klaxoon où on n'était pas nombreux. Quand je suis parti, on était rendu à plus d'une centaine. Ah oui. Donc forcément, il y avait plus de process, il y avait plus de strates managériales. Plus de lourdeur et de contraintes, du coup. Voilà. Et vraiment, j'ai pas de critique en fait sur Klaxoon. C'est pas une contrainte où je me suis senti limité dans mon boulot, etc. Mais forcément, il y avait plus d'éléments où on devait faire valider avant de tenter quelque chose, etc. Même si c'était très ouvert, hein. Mais je me suis senti à un moment donné en me disant, en fait, moi, j'ai envie de créer un truc moi, en fait. Ouais. De pas faire tout le temps pour les autres, mais de dire, là, j'ai envie de faire un truc à moi qui me ressemble. Et c'est un peu ce moment-là dans ma vie, en fait, de me dire, j'ai envie de tenter l'expérience d'être à mon compte et de faire ça, en fait. Et justement, comment est-ce que cette aspiration, parce que moi, c'est ce que j'entends, là, tu vois, il y a eu une étincelle à un moment donné, ok, moi, j'ai beaucoup donné pour les autres. Peut-être que tu as eu une idée, peut-être que tu as eu des envies, parce qu'en fait, tu as bâti quand même de l'expérience, tu as appris des choses, tu as rencontré beaucoup de gens, et puis en plus, tu aimes bien rencontrer les gens et apprendre d'eux. Qu'est-ce qui t'a justement allumé la lumière? J'arrive pas à trouver le moment où ça s'est allumé. En fait, je pense que j'ai commencé à m'intéresser à des coachs en dehors de mon environnement professionnel ou perso avec le basket. Ouais. Et j'ai trouvé des coachs développement personnel. Et je trouvais que ce qu'ils apportaient, c'était intéressant. Donc, j'ai commencé à lire un peu autour de ces sujets-là. L'étincelle, elle est venue un peu comme ça. En fait, c'est plutôt un feu qui a commencé à grandir que le moment de, tiens, je vais faire ça. Je me suis intéressé, en fait, à autre chose que ce que je faisais. Et je me suis dit, en fait, c'est chouette aussi ça me donne envie d'aller creuser plus. Et je sais que si je veux pouvoir creuser plus, il faut que je parte d'où je suis parce que mon environnement professionnel ne me permet pas d'aller m'ouvrir sur ces sujets-là. Et donc, en fait, le changement, je l'ai fait pour avoir la capacité à avoir plus de temps pour réfléchir, penser, me documenter, me former.
je dirais que ça a été là-dessus, en fait, le déclic, de dire, c'est le moment d'y aller. C'est que, voilà, je voulais avoir ce temps-là pour moi, parce que je commençais à prendre des jours de congé pour suivre des formations et à devoir faire le choix entre, là, on devait partir 3 semaines en vacances avec la famille. Mais du coup, sur ces 3 semaines, j'ai une semaine de formation, parce que sinon, je peux pas. À me dire, en fait, j'aimerais pouvoir me former un peu tout le temps, quand j'en ai envie, quand je capte un truc qui me plaît. Et l'entrepreneuriat m'a permis de faire ça, en fait. D'accord. Donc, je le mettrais sur ce versant-là pour dire, c'est le déclic, en fait, qui m'amène à me pousser. L'autre point aussi, on va dire que celui-là, il était plus familial. C'est vrai que là, on parlait côté pro, mais chez Klaxoon, j'avais un poste où j'étais parti 3 jours par semaine, on va dire, de Rennes. Ouais. Et ma fille, en fait, elle est née en 2016. Donc, elle avait, mes années Klaxoon, de 0 à 3 ans, en fait, ma fille, je la voyais pas beaucoup. Alors que mon fils, je l'ai vu un peu plus. Ouais. Et je me suis dit, en fait, là, j'ai envie d'avoir du temps pour elle et les 0-3 ans, voilà. Mais maintenant, à 3 ans, j'aimerais grandir avec elle, en fait, et découvrir des choses avec elle. Et c'est aussi ça le déclic, c'était de me dire que j'avais envie d'avoir du temps pour moi, de choisir le temps en fait que je mettais au travail et que je mettais pour ma famille, et de rééquilibrer un peu tout ça. Je me sentais plus équilibré. Je pense que c'est ces 2 éléments-là le déclic en fait. C'est vrai que j'aime bien ce terme choisir, parce que du coup c'est une vraie décision que tu as prise. Parce que derrière ça, la question que je me pose, c'est tu n'as pas eu de peur dans cette transition-là, parce que du coup quand tu changes de boulot à un autre endroit, etc. Ok, il y a un changement, mais t'es soutenu par quelque chose. Mais quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, il y a une sorte de vide qui se crée. T'as pas eu des petits moments de doute à cet endroit-là ? Au moment de prendre la décision, non. Ouais. J'étais plutôt sûr de moi. Ouais. Et voilà, plutôt content. Mais en fait, c'est quand le jour où je suis passé de salarié à entrepreneur, donc à plus vraiment de statut reconnu, on va dire. Là, ça m'a fait peur parce que je me dis, en fait, tout repose que sur moi, là. Ça veut dire que on avait une maison, donc on avait un crédit. Ouais. On avait une stabilité familiale qui faisait qu'on a quand même une aisance pour vivre, voyager et faire ça. Et là, j'impose à ma famille un truc où maintenant on va être dans le doute un peu permanent parce que une activité, ça se lance pas du jour au lendemain. Il y a du temps. En plus, l'histoire va m'apprendre qu'un an après avoir quitté Klaxoon, il y avait le confinement généralisé et voilà. Mais en fait, le doute, il arrive après en se disant, mais en fait, là, je peux plus compter sur quelqu'un d'autre pour faire à ma place. Il va falloir que je fasse moi-même. Et c'est là, en fait, où je me dis, je suis pas formé en marketing. Je sais pas comment on vend un produit. On m'a jamais appris à vendre. Même si Klaxoon, ça m'a ouvert les yeux sur ça, mais on m'a pas appris à vendre. Il faut que je trouve un comptable. Il faut que je fasse des statuts. En fait, c'est un nouveau monde qui s'ouvre. Et là, je me dis, en fait, je suis vraiment tout seul. Et c'est en étant dans ce moment-là, en fait, où je me suis dit, la première structure que j'ai créée, c'est un espace de coworking. Ah oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, je me rappelle. Et du coup, en fait, je me dis, mais moi, je suis tout seul, mais il y en a d'autres qui doivent être tout seuls, et ce serait chouette que c'est tout seul, on se regroupe. Et que vous soyez plus des seuls, mais ensemble. Des ensemble. Et en fait, l'espace de coworking, ça a pas vraiment pris, ça a duré une petite année et demie. Mais du coup, sur ce moment-là, en fait, je me suis retrouvé avec des gens, on s'est dit, mais en fait, on a les mêmes problèmes. Ouais. Dedans, en plus, on avait un gars, il était avocat, l'autre, il était comptable. On s'est dit, en fait, c'est chouette, on va partager, nos ressources, on va s'aider, etc. Et en fait, on a commencé à faire un peu ce mini réseau-là sur Fougères, en étant ensemble dans un même local toute la journée, en ayant tous nos activités différentes. Mais c'est ça, en fait, les doutes que j'avais, c'était de me dire, il faut que j'apprenne tout là, tout seul. Et en plus, j'ai fait des mauvais choix, notamment sur la structuration juridique de ma société. Et je m'en suis rendu compte que quand on a voulu changer de maison avec ma femme, et où la banque, elle me disait, mais attendez, vous avez pas ça, vous avez pas ça. Et en fait, là, pour réemprunter, ça va être très compliqué, monsieur Brichet, on va pas pouvoir vous accompagner. Parce que nous, on n'a pas la sécurité de ci ou ça. Et je me suis dit, en fait, à ce moment-là, j'ai fait des choix que je pensais bons, mais j'avais pas de recul ou de personne pour venir m'aider, en fait. Et tous mes doutes, en fait, étaient là-dessus, mes peurs étaient principalement là-dessus. Et puis, l'autre peur, mais je pense que celle-ci, elle est un peu inhérente au métier, c'est que, du coup, je vends qui je suis. Et en fait, si les gens n'achètent pas, c'est qu'ils aiment pas qui je suis. Et en fait, en tout cas, c'est le lien qu'on fait. Oui, c'est pas vrai après. Mais du coup, au début, je me suis dit, mais en fait, est-ce que je vais être suffisamment aimé pour que les gens aient envie de, entre guillemets, m'acheter? Et c'était ma peur, en fait, de me dire quand j'avais les noms des clients au début qui arrivaient, je disais, mais en fait, je suis pas fait pour ça, je suis pas bon dans ce que je fais, etc. Et puis quand il y a les premiers oui qui arrivent, etc., là, ça commence à rassurer, mais il y a toute une période de développement d'activité qui nous disait, mais en fait, vous êtes qui? Vous avez déjà accompagné quelle entreprise, quelle équipe, etc. Je dis, je débute. Mais j'ai ça comme bagage. Ouais, j'ai ça. Mais en fait, c'est dur d'avoir la confiance, de se créer le réseau, et puis de plus avoir la carte de visite. Je viens de la part de Klaxoon. C'était une carte de visite hyper intéressante, en fait. Donc c'était ça les doutes, Mais ces doutes-là, ça m'a jamais empêché de passer à l'action, en fait. En fait, je pense que dans mon fonctionnement, pour gérer la peur, il faut que je fasse. Si je reste assis sur mon canapé et que je suis dans un moment où je doute et où j'ai des peurs, c'est hyper envahissant pour moi. Et la manière dont j'ai de les gérer, c'est que je me dis, si je fais quelque chose,
mon cerveau, il va être à résoudre des problèmes et puis à grossir les problèmes parce que, la peur, elle amène quand même ça, en fait. Un tout petit truc, on va en faire une montagne, on va faire des scénarios catastrophes. Parce que j'ai quand même ça en bagage professionnel, faire des scénarios catastrophes. Donc mon cerveau, il est habitué à penser au pire. Ouais, ça. Puis surtout, malheureusement, c'est que scénarios catastrophes qui ont tendance à se réaliser. Donc, faut faire gaffe aussi. Ça, faut faire gaffe. Mais du coup, je me dis, en fait, il faut que je fasse des choses. Il faut que je me mette en action. Donc, j'ai commencé à aller voir des comptables, à aller voir des avocats. Et en fait, petit à petit, les doutes étaient moins présents et prégnants, en fait, dans mon quotidien. Mais je pense que c'est un vrai message que je trouve intéressant. C'est qu'effectivement, quand tu commences à avoir peur, déjà, c'est plutôt bon signe, c'est que tu es humain. Ce qui est une première chose. Mais si par exemple tu t'assois et puis tu te dis voilà j'ai peur, en fait tu ne fais qu'accumuler à l'intérieur quelque chose et il n'y a que l'action qui te permet d'avoir cette soupape de décompression, de te dire déjà est-ce que la peur elle est avérée? Parce que du coup derrière j'entends légitimité etc. Tu vois. Ah oui. Mais en vrai quand tu as une conversation avec quelqu'un, toi qui as une envie d'aider les gens avec la curiosité que tu as et toutes les compétences que tu as développées finalement dans le passé, tu te rends compte que tu es en capacité d'écouter les gens et de les aider le cas échéant, quoi. Maintenant, il faut juste avoir la conversation. C'est ça. C'est ça qui est intéressant. Et du coup, je me rappelle, moi, où justement, on avait repris contact à l'époque, donc c'était autour de 2020, donc je pense que c'était à peu près cette période-là, où je t'avais vu justement faire des vidéos. Est-ce que c'est cette période-là ou est-ce que c'est un peu après? Non, c'est cette période-là. C'est cette période-là. Ouais. Et du coup, je trouvais que tu avais fait des vidéos super quali, etc., quoi. Et donc, c'était basé sur quoi? C'était quoi l'envie de l'époque? Alors, du coup, l'envie de l'époque, c'était... Donc moi, j'étais rentré dans un programme d'accompagnement. Ok. Un mastermind qui avait débuté du coup en février 2020. Donc première séance début février, deuxième séance le 16 ou 17 mars là. En fait, le matin j'étais à Paris et le coach il nous dit en début d'après-midi, en fait l'annonce présidentielle va arriver, il faut que vous rentriez dans vos vies respectives, voilà, parce que du coup on peut pas, il y aura peut-être plus de train demain matin, etc. Bref. Et il nous pose juste la question, en quoi le confinement va être une opportunité pour vous? Et il nous dit juste vous réfléchissez à ça. Et en fait moi ça m'a travaillé en me disant ok. Au début, moi, je faisais plutôt du coaching en entreprise parce que je venais de Klaxoon et que c'était plus simple. J'avais quand même gardé quelques contacts avec des personnes qui m'avaient fait réintervenir chez eux. Et je me suis dit, en fait, moi, mon origine, c'est vraiment le monde de la santé. Et le monde de la santé, pendant le confinement, ils ont pris... ils ont pris cher. Ils ont pris cher. Et je me suis dit, peut-être que là où je vais avoir de la valeur, ça va être de reprendre tout mon acquis sur la gestion de l'imprévu, sur l'organisation quand on ne sait pas ce qui va se passer le lendemain, l'agilité là-dedans. Je me dis, c'est peut-être ça en fait où je vais avoir une valeur à le rendre. Mais ceux qui sont pas disponibles. Et du coup, dans cet espace de coworking-là, on avait un entrepreneur qui créait des formats vidéo et qui cherchait en fait à se développer lui aussi. Et je lui en parle un jour en disant, voilà, moi j'ai ce projet-là, mais je sais pas comment le faire vivre parce que je peux pas aller en établissement de santé, j'ai pas le droit de me déplacer. Les établissements de santé sont fermés, je suis pas vacciné Covid, j'ai pas accès. Ouais. Et puis, c'est quand même mars 2020, on flippait un peu de savoir est-ce que c'est grave, pas grave, etc. C'est ça, ouais. Il me dit, écoute, est-ce que ça te tente qu'on fasse une ou deux vidéos et tu l'envoies et tu testes. Et en fait, j'ai envoyé ça à une directrice d'école infirmier. Et elle m'a dit, en fait, ta vidéo, elle est hyper pédagogue. Et du coup, elle va me servir, moi, je l'ai diffusée à mes cadres, en fait, chez moi. Et donc, elle me recontacte et elle me dit, est-ce que tu aurais d'autres sujets, là, en bagage, pour du coup diffuser des conseils pratiques et de sortir les gens du quotidien. L'idée, c'était pas de parler du confinement ou du Covid, mais c'est plutôt de se dire, quand il y a un truc imprévu, comment je peux le gérer? Comment je fais un scan de mes émotions? Vraiment d'amener les gens à se recentrer un peu sur eux dans ce moment-là. Et on s'est mis en challenge de faire une vidéo tous les jours. Et du coup, j'ai fait 65 vidéos, un truc comme ça, pendant cette période-là Covid, où du coup, je produisais beaucoup de contenu assez court. Et c'est venu comme ça, en fait. L'idée est venue de se dire, comment je peux en faire une opportunité, et que le format vidéo était le seul format qui était disponible à ce moment-là où je pouvais diffuser mon contenu, en fait. C'est super parce que ça veut bien dire utiliser un tremplin finalement pour faire autre chose, alors que pour beaucoup de gens, c'était un problème, la situation était terrible. Et encore une fois, des rencontres. Ouais. Des rencontres qui font la différence. Mais c'est vrai que moi, quand j'avais vu ces vidéos-là, je les avais trouvées déjà très quali. Et j'avais trouvé que justement, tu avais cette capacité à expliquer les choses d'une manière très claire. Et ce qui était intéressant, c'est que moi qui te connaissais dans un autre domaine, du coup, moi, j'avais pas tout le bagage que tu avais derrière. Je me dis, c'est intéressant parce que du coup, tu parles des mêmes choses dont, par exemple, moi, je parle, mais dans un domaine que moi, je trouve mériterait, en fait, d'avoir encore plus de ces notions-là. Donc, je trouvais ça génial à l'époque. C'est pour ça que, du coup, on a eu l'occasion d'échanger sur le sujet. Ouais. Et du coup, tu fais ces vidéos-là, donc tu en fais 60 et quelques. Les années passent. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors, du coup, ensuite, j'ai beaucoup plus d'accompagnement dans la santé. Ok. Où je commence à accompagner, alors d'abord par les étudiants, parce que je viens de la pédagogie, parce que je connaissais la directrice de l'école qui accepte de me faire réintervenir. C'était dans mon école où j'étais formé avant. C'est marrant ça. Ouais.
Ouais, c'est ce que je lui ai dit en fait. Enfin, ça a été fou de devenir formateur à un endroit où j'ai quitté. Et du coup, je commence à les accompagner. Puis en plus, en fait, les formateurs de l'IFSI qui sont cadres de santé, ils suivent souvent les interventions des premiers intervenants pour voir si je raconte pas trop n'importe quoi et si c'est cohérent. Et ils me disent, mais en fait, ce que tu leur dis là, en fait, moi, ça me servirait dans ma pratique. Et du coup, là, on en parle avec la directrice, si on aurait un projet d'accompagner l'équipe cadre de santé de l'institut de formation. Donc, elle dit, bah, allez, ok, pas en co. Je les emmène faire de l'équi-coaching. Enfin, voilà, je les sors de leur domaine, etc. Ouais. Et quand ils reviennent, ils en parlent à d'autres cadres. Enfin, bref. Et en fait, je me suis mis à accompagner les cadres de cette institution-là, comme ça. Et de fil en aiguille, j'ai accompagné des cadres sup. Et j'en reviens à ce moment où j'accompagnais des équipes, en fait. Et j'étais plutôt installé, hein, ça marchait plutôt bien sur cette période-là avec les équipes. Bon, Calliope a mis un peu de difficulté dans tout ça, un peu de contraintes, mais c'était pas au point de partir. Mais j'avais trouvé un peu le format des programmes que je pouvais faire et d'accompagnement. Et il y a eu ce moment où je me suis dit, mais en fait, je parle d'équipe, mais je ne vis plus dans des équipes, en fait. Mais justement, avant qu'on arrive à ce moment-là, donc toute cette période-là, ça dure combien de temps? Ça veut dire que depuis 2019-2020, là, c'est ça? Jusqu'à 2022, donc 3-4 ans. Donc 3-4 ans, tu réussis quand même à accompagner régulièrement donc des personnes dans des institutions santé. Ouais. Et les personnes que tu accompagnes, c'est quoi le genre de personnes? C'est-à-dire que tu parles de cadre sup, mais c'est quoi? C'est des médecins? C'est des infirmiers? Non, c'est infirmiers. Alors, du coup, dans ceux que j'accompagne, dans le profil, ça va être finalement cadre de santé, donc c'est des infirmiers qui deviennent managers. En fait, quand on dit cadre de santé, ce sont des managers qui managent du coup des équipes de soins. Et moi, j'ai choisi de le faire uniquement en institution, enfin dans des hôpitaux ou dans des cliniques. Ouais. Je voulais pas aller sur le terrain des libéraux ou de d'autres structurations professionnelles dans le médico-social, par exemple les maisons de retraite ou autres. D'accord, ouais. Parce que je connaissais moins et il y a quand même un langage dans la santé qui fait que c'est, en tous les cas, moi, ça me paraissait plus simple d'aller voir des gens où on parlait le même langage, où on était capable de se comprendre déjà quand ils m'expliquaient leur métier, je leur posais des questions. Pas vraiment sur ce qu'ils faisaient parce que je l'avais compris, mais sur comment ils le faisaient et pourquoi ils le faisaient comme ça, etc. Ce qui fait que ils pouvaient utiliser tous leurs termes techniques et tout. Ouais. Donc, c'était plus simple pour moi. J'ai fait une fois en EHPAD et je me suis rendu compte que c'est un contexte qui est similaire, mais le langage est différent. Et du coup, on n'a pas eu cette connexion simple en fait. Il fallait à chaque fois que pardon, vous me parlez de ça, mais ça signifie quoi pour vous? Comment? J'arrivais pas à tout comprendre dans le contexte. Donc ça, c'est normal. Hein, on peut le faire à plein d'endroits. Mais moi, ça me mettait en difficulté. Donc du coup, j'ai préféré faire ce choix d'organisation. Dans un domaine qui te parle le plus, toi, pour toi. Ouais. Et donc, toi qui as vécu le monde, on va dire, un peu informatique, où tu as un peu accompagné des gens, tu vois, à ta manière, et toi qui vois maintenant le monde de la santé, c'est quoi le genre de sujet que vous discutez? Est-ce que c'est similaire ou est-ce qu'il y a des choses qui sont très spécifiques que tu pourrais nous partager? Ouais, alors il y a les deux. Il y a des sujets qui vont être ultra spécifiques d'organisation de soins parce qu'il y a des règles d'organisation, de protocolisation, etc. Mais quand on prend un peu de recul, en fait, c'est les mêmes sujets en fait qu'on va traiter. Souvent, les sujets qui revenaient pour moi, c'est comment je peux animer mon équipe. Parce que dans la santé, c'est un peu comme les 3-8. Hein. On a des équipes du matin, d'après-midi, du soir. Ce qui fait que pour un service où on a, 5-6 infirmiers en même temps, ça va faire tout de suite des équipes de 30-40 professionnels, en fait. Ça va vite, Ouais. Parce que du coup, il y a les congés, il y a les repos. On travaille du lundi au dimanche toute l'année. Donc, il faut du monde tout le temps. Mais le patient qui est pris en charge à 9h par l'infirmier X, à 14h, quand c'est l'infirmier Y qui vient, ça peut pas être une prise en charge différente. Alors que c'est 2 personnes différentes. Donc, en fait, il faut avoir la capacité. Alors, on a un socle commun de connaissances et de formation, mais après, qui on est fait qu'on est forcément différent. Alors, on garde notre patte. Mais le travail des cadres, c'est aussi d'harmoniser les soins. Et du coup, il y avait beaucoup cette question-là de se dire, comment je peux faire en sorte que mon équipe, sans se voir en réunion, parce qu'on a très peu de temps dans les institutions, de réunion où on pose les gens pour réfléchir ensemble, c'est 10 minutes, 15 minutes par jour. Comment, sans ces temps-là, je peux faire en sorte que ma culture de service, elle se transmette et elle se diffuse dans l'équipe. Et ça, c'est un sujet que je trouvais ailleurs, en fait, sur des équipes distribuées. Hein. Quand j'ai un bureau à Paris, à Lyon et à Marseille, comment je fais pour que les gens, ils aient la même culture d'entreprise alors qu'ils se voient pas et ils s'entendent pas tout le temps, en fait. Et donc, dans les soins, il y a beaucoup cette question-là. Enfin, on m'appelait beaucoup pour ça. On m'appelait aussi sur les sujets de comment je peux changer les formats de réunion. Parce qu'on se voit pas beaucoup de temps. Mais déjà, on se voit pas beaucoup de temps. Voilà. Et en plus, c'est pourri, quoi. Donc. C'est ça. Et alors, pas tout le temps pourri, mais en tout cas, ils appelaient ça les flash infos. Ok. Et les flash infos, c'était l'actualité institutionnelle. Donc, je transmets de l'info. Ouais. La nouvelle procédure des congés, je transmets de l'info. Le machin, je transmets de l'info. Et je me disais, mais à quel moment l'équipe vous transmet de l'info du terrain? Ça va dans l'autre sens, quoi. Ouais. Et voilà. Alors, certains le faisaient à d'autres moments, etc. Il y avait des choses, mais du coup, les sujets qu'on traitait étaient vraiment liés à
comment je peux mieux organiser les temps où je croise mon équipe pour que on ait cette envie de travailler ensemble et de se développer en fait. Comment est-ce qu'on crée un vrai collectif plutôt qu'une somme d'individualité avec peut-être une même tête ou un truc comme ça. C'est ça. Ouais. Et c'était toute cette difficulté-là d'avoir un collectif effectivement de soins. Et puis le dernier sujet, c'est les conflits. Il y en a aussi là-bas. Ouais. Non, il n'y a jamais de conflit en santé, on s'entend tous très bien. Et du coup, c'était ça en fait, c'était comment je gère un conflit. Et notamment la difficulté, c'était quand le manager n'est pas présent. Parce que la nuit, il n'y a pas de manager. Alors il y a des établissements où il y a des cadres de nuit, mais pas partout. Et de se dire, quand c'est difficile la nuit, comment en tant que manager, je peux agir dessus alors que je suis pas présent tout le temps. Et donc du coup, c'était comment je crée de la présence à distance. Et je trouve que le Covid avait amené à réfléchir là-dessus, avec des équipes, de se dire, en fait, maintenant on est tous à distance, mais comment on crée de la présence à distance? Comment ils peuvent savoir que je suis là? Et du coup, on avait mis ça en place dans les équipes de nuit, en fait, de se dire, quand il y a un conflit dans une équipe de nuit, il faut que le manager il arrive à être présent sans être physiquement là, en fait. Et donc ça, je trouve que c'est des sujets que tu retrouves un peu partout, en fait, dans... Ouais, c'est génial parce que du coup, ça montre bien qu'il y a un pont entre tous ces mondes qui sont assez différents. En vrai, c'est des ponts faciles parce que du coup, c'est des gens. Ouais. Est-ce que tu as perçu des différences notables, si je puis dire, en termes de culture? C'est-à-dire que c'est des mêmes sujets. Tu vois, le conflit, par exemple, typiquement. Tu peux l'amener dans une structure de santé, mais tu peux l'amener, moi, par exemple, dans des banques, des assurances, des choses comme ça. Tu vois, mais culturellement parlant, les gens sont différents. Est-ce qu'il y a des choses marquantes dont tu te souviens, tu dis, tiens, ce sujet-là, dans le monde de la santé, ça passe mieux de telle manière, ou ça a été plus difficile pour telle ou telle raison, alors que dans un autre domaine, ça a été l'inverse, ou etc. Est-ce que tu as des souvenirs de ce genre-là? Ouais, la différence notable, c'est qu'il y a un autre humain qui dépend de nous dans un lit. Ouais. Et ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire que quand je travaille avec mon collègue que j'aime pas, mais qu'on doit aller faire la toilette du patient, c'est impensable que le patient il ressente, et il le ressent forcément, ouais. Mais que ça soit délétère pour la prise en charge parce que l'équipe ne s'entend pas. Ou parce que, je sais pas, il n'y a pas forcément que des conflits, mais il y a un changement de tel matériel de soins qui fait qu'on doit changer d'autres manières de faire, le patient, il ne peut pas en pâtir en fait. Là où, je sais pas moi, la banque, il change de logiciel, pendant 24 heures, on n'a pas accès à notre logiciel de banque, c'est embêtant, voilà. Nous, si on dit au patient, là, pendant 10 heures, on peut pas vous prendre en charge parce que, du coup, on connaît pas encore comment ça fonctionne. En fait, c'est pas pensable. Quand on veut être soigné, on veut avoir la même qualité de soins, peu importe ce qui se passe derrière. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est central dans le milieu du soin, c'est qu'on ne peut pas s'arrêter de soigner les gens. Peu importe ce qui se passe dans le contexte, ça peut pas s'arrêter de se soigner. Alors, on a vu pendant le Covid qu'on pouvait décaler des opérations, mais on a vu aussi toutes les répercussions négatives que ça a eu sur des gens qui sont devenus un peu plus malades que en temps normal s'ils avaient été pris en charge à temps. Donc, ça nous fait bien dire que, peu importe le contexte dans lequel on se trouve, on ne peut pas s'arrêter de soigner. C'est-à-dire que même pendant les grèves, les gens, ils s'arrêtent pas de soigner. En fait, les malades, ils le font différemment, mais ils s'arrêtent pas de soigner. Et ça, je trouve que dans les conflits, du coup, on arrive des fois à retrouver, on parle de se reconnecter à l'humain, au cœur. Quand des fois, moi, en tout cas, c'est mon approche du conflit, de dire arrêtez d'être dans votre tête et de vous opposer. Juste, on se regarde là-dessus. En fait, avec le patient, c'est assez facile d'y aller en disant, mais là, si je vous allonge dans le lit, là, je vous mets deux personnages qui sont en train de se disputer au-dessus de vous. Enfin, comment vous vous sentez avec ça, quoi? Ah ouais, ok. Et donc, du coup, les gens, assez naturellement, en fait, ils ont envie de se mettre à l'écoute de l'autre. Et je trouve que ça, c'est une vraie différence que j'ai vue. C'est quand même cette empathie assez naturelle auquel on est formé, mais il y a des dispositions un peu naturelles pour aller dans les soins. Ouais, c'est ce que je me dis, c'est que forcément, les gens, en plus, qui sont là, au départ, normalement, ils veulent quand même que le patient aille mieux et donc qu'on prenne l'impact direct de leur comportement sur le résultat final. Ouais. Et c'est vrai que là où je te rejoins, alors moi, c'était dans un autre cadre, mais ne serait-ce que quand tu es en contact direct avec un client. Alors là, c'est un patient, c'est encore différent, mais tu vois, quand tu es en contact direct avec un client, ça change totalement la manière dont tu appréhendes tes objectifs, tes contraintes et un petit peu tes caprices, quoi. Parce que finalement, en entreprise, encore une fois, quand c'est de l'immatériel, tu vois, de l'intangible, des projets, des logiciels, des trucs comme ça, effectivement, il n'y a pas mort d'homme derrière. En tout cas, la plupart du temps, il n'y a pas mort d'homme derrière. C'est plus une question de est-ce que je vais être bien vu par mon chef? Est-ce que ça va me faire avoir, je sais pas, mes primes ou je sais pas quoi, tu vois, il y a autre chose derrière. Mais quand tu as vraiment quelqu'un en face de toi, d'un coup, tout ça, ça tombe. Il y a juste un objectif, c'est comment est-ce que je sers mon client et je le rends satisfait. Et moi, l'expérience que j'avais eue qui m'a redonné, qui m'a réappris ce truc-là, pas que je le savais pas, mais tu vois, des fois tu le sais dans ta tête, mais tu le sais pas dans ton cœur, dans ton corps, tu vois. C'est que moi, je me suis, il y a quelques années là, j'ai pris un petit job à côté de restauration, d'accord, parce que j'ai toujours voulu faire ça. Voilà, c'est un rêve de j'en sais rien, bref. Et j'ai eu cette opportunité-là et j'étais ce qu'on appelle runner.
Okay. Donc runner, c'est gros serveur, quoi. Ça m'a rappelé mes moments de brancardier, tu vois, parce que c'est un peu ça que tu fais quand t'es brancardier, hein, tu emmènes un truc d'un endroit à un autre. Et le fait d'être en contact direct avec les clients, ça change totalement la donne. Parce que déjà, je trouve que tu as une satisfaction qui est différente. C'est-à-dire que ça donne du sens à ce que tu es en train de faire, mais ça t'aide à faire des choix qui sont drivés par rapport à cet objectif qui est de satisfaire le client et pas juste de faire ce que toi, tu as à faire. Parce qu'il y a moyen quand même, peut-être que dans le monde de la santé, où il y ait cette notion de silo, tu le vois quand même ça aussi. Mais du coup, je trouve que justement, ce système de silo, on arrive à le dépasser lorsqu'on est le plus proche possible du résultat final. Tu le vois à quel endroit, toi, les silos, du coup, dans le monde de la santé ? Alors, c'est un vrai sujet dans la santé. Alors, il y a des équipes, l'infirmier et l'aide-soignant. Donc, l'aide-soignant, il est plutôt là pour les soins près du patient, mais sur les soins toilettes, alimentation. Et l'infirmier, il est plutôt sur la délivrance des traitements, sur l'évaluation clinique. Il y a des équipes où les aides-soignants travaillent d'un côté, les infirmiers travaillent d'un autre côté, et les informations sont croisées que sur le logiciel de patient. Ah oui, c'est le logiciel qui fait la transaction entre les deux, quoi. Ouais, c'est ça. Donc là, il y a un peu de silo. Et puis, parfois, il y a du silo, enfin même très régulièrement, entre l'équipe de soins, le brancardage, l'équipe de soins, les blocs, l'équipe de soins, la restauration. En fait, on est tous autour du patient, mais il y a peu d'endroits où on se met vraiment à dialoguer ensemble en se disant comment on peut améliorer le parcours patient. Mais vraiment d'un point de vue parcours... expérience utilisateur. Ouais, quoi, c'est ça. Ouais. Et pas juste c'est pour sa personne, en fait. Et ouais, ça marche quand même. On dit qu'en santé, il y a du travail en équipe, mais moi, j'ai vu des équipes qui ne travaillaient pas ensemble, enfin, qui étaient côte-côte. Comme on pourrait avoir ça à d'autres endroits, en fait. Et limite, on dit des fois, on s'envoie un mail à son voisin de bureau. Là, ils écrivent sur le logiciel patient en espérant que l'autre va lire la transmission pour le savoir, en fait. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de temps de transmission, parce que c'est pas dans la culture. Voilà, il y a même des endroits où les aides-soignants n'écrivent pas dans les dossiers patients. Donc, tout ce qu'ils font, c'est transparent. Ça n'existe pas. Alors, ça n'existe pas. Ça n'existe pas au sens, c'est pas tracé ce qui est fait. Donc, ouais, ça marche en silo à plein d'endroits, ouais. Donc, créer les interactions, ça reste un véritable enjeu dans tous les domaines, quoi, ce que j'entends. Et ce que tu disais, je voulais juste rebondir là-dessus, en fait, c'est que tu parlais que ça donnait du sens. Et c'est vrai que pour la santé, on a une utilité immédiate du geste qu'on produit. C'est vrai. C'est-à-dire qu'on voit le résultat immédiatement. Il n'y a pas d'immatériel, enfin très peu d'immatériel dans les soins. Et c'est ce qui, moi, je travaillais ça avec les cadres de santé. C'est-à-dire que on passe d'un poste d'infirmier où je fais une prise de sang, on va dire un truc assez bête. Je fais une prise de sang, j'ai le résultat immédiat, je peux agir dessus. À cadre de santé où je veux faire un changement, mais je vois pas le changement. Ouais. Toute ma journée, quand on me demande qu'est-ce que tu as fait, j'ai répondu à des mails, j'ai fait des réunions. Mais concrètement, en fait, ma femme, elle a eu beaucoup de mal à expliquer des fois ce que je faisais parce que c'était pas concret. Elle, quand on dit infirmière, tout le monde a une représentation de l'infirmière. Oui, c'est ça. Elle peut expliquer concrètement ce qu'elle fait. Voilà. Et quand elle devait expliquer mon métier, des fois en cadre, elle disait, il s'occupe des gens, mais différemment. Et en fait, elle n'arrivait pas à trouver le truc concret, en fait, pour expliquer, même aux enfants. Des fois, quand tu expliques à un enfant c'est quoi être cadre, il voit pas trop. Et je trouve que dans la santé, vraiment, pour hors d'or des cadres, on a cette chance-là que immédiatement on voit le résultat. C'est-à-dire que quand on change une procédure, c'est pas 3 semaines après qu'on a le résultat, c'est immédiatement, en fait. On change le numéro d'appel des brancardiers. C'est un changement qu'on a fait il y a pas très longtemps dans mon équipe pour que ça soit plus réactif. Mais en fait, le jour même, on a vu que, ok, en fait, il y a toujours un brancardier qui répond quand on leur a mis tous un téléphone. Un truc bête, mais, et du coup, les patients, ils attendent moins. Donc, on a moins d'insatisfaction patient. Donc, il y a moins de lourdeur pour les infirmiers. Ils finissent à l'heure. En fait, il y a une satisfaction globale qui s'installe. Donc, mais il y a un dans la impact direct. Ouais, tu le vois directement. Ouais. Alors que quand j'accompagne des équipes cadres et qui passent de ce statut-là au statut cadre, là, l'utilité directe de leur action a été compliquée et de garder une trace de ce qu'ils ont fait. Et vraiment, ils étaient là-dessus en disant, mais en fait, je fais plus rien. J'arrive plus à voir ce que je fais. Et du coup, on a fait tout un accompagnement sur comment je peux remettre de la trace dans ce que je fais dans mon quotidien, en fait, pour que ça soit concret, que je reparte avec un truc, j'ai fait ça, quoi. Et c'est dur, parce qu'en vrai, en tant que manager, en tout cas, moi, la vision que j'en ai, c'est que ce que l'on offre aux autres, c'est de la disponibilité. C'est-à-dire qu'en vrai, si on est trop occupé, on n'a pas cet espace pour pouvoir aller regarder ce qui se passe, aller pouvoir écouter les gens ou aller déclencher une conversation qui peut-être n'a pas lieu ou ce genre de choses-là. Donc, créer de l'espace fait partie, finalement, de ce dont on a besoin. Mais c'est quelque chose qui n'est pas toujours valorisé parce que il n'y a pas quelque chose de concret derrière ou c'est pas immédiat. Parce que quand tu as écouté quelqu'un, ok, il y a un effet, la personne peut s'exprimer sur le moment, mais l'effet, il est plus lointain. Et voire même, des fois, quand tu préviens des risques, tu sais pas, vu qu'il n'est pas arrivé. Oui, ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, effectivement, je trouve que c'est un positionnement qui est difficile quand tu es dans ce monde-là. Et dans le monde du coaching, c'est pareil. C'est un peu ces problèmes-là. Ce que je te propose, c'est qu'on parle un petit peu de aujourd'hui où tu en es.
Ça veut dire que donc, tu accompagnais des gens et maintenant, effectivement, tu as retrouvé une équipe. Ouais. Qu'est-ce que ça change au quotidien pour toi? Alors, j'ai vu 2 changements. Le premier changement, ça a été de redécouvrir des problèmes et de devoir les résoudre moi-même. En fait, je me suis retrouvé à dire, je conseillais ça aux gens, mais en fait, dans la vraie vie, c'est pas si simple que ça à mettre en place. Je sais pas, moi, je suis arrivé dans un service où ils avaient que des réunions descendantes. Où pendant 3 heures, ils écoutaient quelqu'un. Et moi, je suis arrivé en disant, non, je vais pas faire ça, je vais faire autrement. Et je leur propose un petit icebreaker. C'était un truc tout simple, hein, une anecdote vraie, 2 anecdotes fausses, et on doit, enfin l'inverse, mais et on doit découvrir l'anecdote fausse. Ils ont dit, non, mais nous, on joue pas. Hein. Et ils sont restés tous assis. Devant moi, il y avait 30 personnes. En disant, non, on veut écouter ce que tu as à nous dire, mais pas, on va pas faire nous. Et je me suis dit, waouh, ouais, comment je vais faire? Et en tant que coach, j'étais, attends, c'est facile, tu les prends. Voilà. Mais en fait, je me suis retrouvé à me dire, en fait, là, je suis plus dans le conseil, je suis dans le faire. Et c'est pas si simple que ça parce que j'ai des enjeux qui sont différents. Je peux pas prendre les mêmes risques quand je manage une équipe que quand je conseille à quelqu'un de tenter quelque chose, en fait. Parce que là, je me dis, l'affiliation, la reconnaissance, la légitimité, tout ça, là, je peux tout casser parce que je veux trop changer la manière de faire avec cette équipe. Donc, je suis reparti sur des réunions ultra classiques. Et puis, petit à petit, je leur disais, est-ce que vous êtes OK là si on se fait juste une petite pause, faire un petit truc et puis petit à petit, voilà. Et à la fin, au bout de 2-3 ans, j'arrive à faire des réunions comme j'aime. Et puis aujourd'hui, ils envisageraient pas de revenir en arrière. Mais je me suis rendu compte de ça, en fait, que si je continuais, en fait, à vouloir être trop changeant, je cassais leurs repères et je cassais tout, en fait. Et du coup, je me suis dit, en plus, ça, c'était une manageuse qui m'avait confié ça, en fait. Elle s'est dit, je me rappelle toujours que avant moi, il y avait quelqu'un, après moi, il y aura quelqu'un sur cette équipe. Et on a des équipes de soins qui sont assez stables. Enfin, moi, je vois dans mes équipes, elles ont facile 10 ans d'ancienneté dans le service. Et 10 ans d'ancienneté, elles ont pu voir 4, 5, 6, 10 cadres. Donc, du coup, je me dis, okay, le changement que je vais faire, en fait, l'équipe, elle va le subir, ou elle va le vivre en tous les cas. Mais celui d'après, il va peut-être trop changer ce que j'ai changé. Et donc, c'est quoi la capacité de mon équipe à vivre des changements perpétuels de façon de voir les choses et de faire. Et donc, en fait, j'ai plutôt réappris à me dire, en fait, j'ai ma vision de là où j'aimerais les amener, mais d'abord, je m'acculture à comment ils fonctionnent. Qu'est-ce qui est important pour eux? Je leur demande des fois, où est-ce que je peux aller changer quelque chose? Parce que j'ai envie de changer. Mais dites-moi où vous m'autorisez à faire. Et du coup, ça a été mon premier changement, en fait, de me dire que je peux pas tout changer dans une équipe. Et en fait, c'est trop facile quand on est coach et qu'on arrive. Ouais, et ça, c'est, je trouve, un message hyper important. Moi, c'est quelque chose que je partage beaucoup aujourd'hui, c'est que la notion de positionnement a énormément d'impact. C'est-à-dire que c'est pas l'icebreaker en question, c'est pas les serious games qui ont vraiment de l'importance, c'est le positionnement que tu as quand tu partages ce truc-là. Parce que effectivement, moi, c'est le questionnement que j'ai actuellement, où je me dis, effectivement, quand je parle avec des managers, avec des dirigeants, avec des équipes, les choses ont l'air légères et simples quand tu le dis, parce que tu les accompagnes en train de faire. Mais il y a plein de chaînes que nous, on n'a pas en tant qu'accompagnant externe. Et la question que je me pose, et c'est intéressant de voir qu'en tout cas, toi, tu as cette expérience-là, quand tu passes de l'autre côté, même si tu peux les percevoir, tu te dis, elles doivent être là, les chaînes. Mais quand tu les as, tu fais, merde, en fait, c'est pas si évident que ça. Et forcément, tu as des enjeux particuliers qui se mettent en œuvre. D'où l'intérêt aussi quand même d'avoir des fois des personnes extérieures parce que ça t'aide à ne pas oublier que tu pourrais faire autrement. Mais c'est génial, en tout cas, d'avoir cette expérience de dire, t'as les connaissances, mais maintenant, tu dois t'adapter au rythme des gens et de les prendre là où ils sont. Et je trouve que le message il y aura quelqu'un après aussi, c'est important parce que du coup, peut-être que ça met moins d'enjeux. Je sais pas si c'est comme ça que tu le vis, toi, mais ça met moins d'enjeux sur les changements que tu vas mettre en œuvre. Mais c'est aussi respectueux des gens qui, eux, vont rester. Ouais, c'est ça. Parce que je trouve que des fois, même en tant que consultant, on devrait avoir ça en tête. En tout cas, moi, c'est ce sur quoi je porte beaucoup mon attention. C'est, en fait, ce que je laisse, moi, je vais pas le subir, tu vois. Ouais, donc, autant que je laisse que des choses que les gens vont prendre parce que ça fait sens pour eux et pas juste qu'ils vont faire de manière automatique parce que y a un consultant qui a débarqué et qu'il fallait faire ça, quoi. Ouais, c'est ça. Et le deuxième changement que j'ai vu, c'est de rentrer dans une routine où on oublie de se poser des questions. Et c'est-à-dire qu'en tant que coach, dès qu'on arrive quelque part, on doit se re-questionner sur, tiens, comment je vais amener ça pour cette équipe, Et en fait, moi, j'avais un questionnement assez permanent dans ma pratique d'accompagnement. Je préparais mes entretiens individuels en me disant, tiens, lui m'a parlé de ça, faudrait que je parle ci comme ça, etc. Finalement, le quotidien, c'est très... le milieu santé, je pense que c'est un peu partout pareil, mais c'est très ritualisé, c'est tous les jours la même chose finalement. Et du coup, je me posais beaucoup moins de questions. Et il y a début de cette année, j'ai eu un problème de santé pas très grave, mais qui m'a fait m'arrêter pendant 1 mois. Et en fait, je me suis reposé en me disant, en fait, ça fait combien de temps que j'ai pas lu un article sur le management, sur l'accompagnement, les méthodes de travail, sur les choses-là, ouais. C'est ça en fait. Et je me dis en fait, je ne m'octroie plus ce temps que j'avais en tant que coach et que je conseillais d'ailleurs même dans mes accompagnements managers surtout
restez informés, allez en formation, ouvrez-vous, etc. Et en fait, je me suis remis à écouter des podcasts, je me suis remis à écouter des vidéos et à me dire en fait, ah ouais, ça je savais, mais je fais plus du tout quoi. Et ouais, du coup, ça c'est le deuxième changement, de me dire en fait que au bout d'un moment, la routine reprend une place alors que j'avais essayé de changer des choses en fait et que je m'étais mis dans l'équipe et qu'aujourd'hui je voyais plus les problèmes de l'équipe parce que j'étais dedans et que j'arrivais plus à voir ce qui alors, il y avait pas de gros dysfonctionnements, mais des choses qui auraient pu être améliorées ou changées. C'est vraiment la focale d'attention, j'ai l'impression. Ouais. Enfin, c'est ça que j'entends, c'est-à-dire que lié au positionnement que tu as maintenant avec d'autres enjeux, d'autres chaînes, si je puis dire, bah c'est pareil, parce que tu es à un endroit particulier, tu ne vois que certaines choses. Ouais. Et forcément, quand tu étais coach, accompagnant, bah tu étais autour. Donc, vu que tu es autour, tu vois l'ensemble et tu aides les gens à lever la tête. Ouais, c'est ça. Mais bah, forcément, tu as des enjeux, tu dois délivrer des choses et puis bah, maintenant, il faut y aller, quoi. Ouais. Donc, c'est génial comme vision des choses. Et le fait de réappartenir à une équipe, alors ça change quoi? Bah, ça change pas mal de choses. Déjà, de pas se sentir seul dans la prise de décision. Ouais. Moi, c'est un truc, c'était un vrai point sur l'entrepreneuriat. C'était d'être tout seul dans le processus de décision et de se dire, même si j'avais des gens avec qui je pouvais causer pour savoir est-ce que c'est bien, etc. Mais finalement, la décision, c'était toujours moi qui devais la prendre tout seul. Puis n'impactait que toi, au final. Bah ouais, c'est ça. Et que là, avec l'équipe, c'est de se dire, bah, on peut décider ensemble, on peut construire une réflexion. Et puis, il y a toujours quelqu'un qui est pas d'accord avec ce que je pense. Et ça maintient, je trouve, une capacité d'ouverture. Alors, qui est parfois un peu épuisante dans le quotidien, mais cette capacité d'ouverture, il y a des gens dans le monde qui pensent pas comme moi et c'est même plutôt bien. Mais je trouve que quand on est trop tout seul, on peut se mettre à penser et à croire que tout le monde pense un peu comme nous parce que on lit les mêmes choses. C'est ça. Les réseaux nous proposent les mêmes contenus, donc on se dit, bah, finalement, j'ai raison, tout le monde pense comme moi. Ah, là, je me confronte à des vrais gens dans une équipe ou sur un même sujet où on est censé être d'accord parce qu'on a les mêmes valeurs. Eh ben non, en fait, il y a quelqu'un qui le voit pas comme ça et je trouve que c'est hyper enrichissant. Donc, le fait de faire partie d'une équipe, ça m'a vraiment changé. Et puis, d'avoir une appartenance plus haute que moi, en fait. Enfin, un truc qui me dépasse moi, c'est, je fais partie d'une équipe qui contribue à quelque chose qui est un peu plus haut que moi, en fait, et que je contribue à quelque chose d'utile pour les autres, en fait. Et quand j'étais tout seul, bah, je contribuais à quelque chose qui, alors oui, en accompagnant les autres, etc., je les aidais à se développer, mais j'avais pas ce sentiment d'utilité un peu global, en fait. Et que là, dans l'équipe, ça me change ça. Bah super. Et en plus, tu peux aller déjeuner avec des gens, te sentant, voilà, faire partie de, c'est ça. De la et chose. ils m'invitent à manger et tout ça. Non, bah c'est super. Bah merci bien, en tout cas, pour ces partages-là. Ce que je te propose, c'est que on bascule sur la dernière phase de cet épisode-là. Donc, comme tu as pu le voir et comme tu as pu potentiellement l'écouter dans d'autres épisodes, j'ai mon petit stock de cartes qui est à côté de moi et dont tu vas avoir la possibilité de découvrir. Parce que je te vois zioter dessus. Oui, ça, je les regarde. Mais elles sont retournées, pour ceux qui écoutent. Je vois pas s'il y a écrit dessus, c'est dommage. C'est marrant parce qu'en plus, donc, dans le processus de préparation, souvent, je le fais devant vous, les invités. J'aime bien parce qu'il y a toujours cette curiosité de se dire, mais pourquoi il prend celle-là et pas celle-là? Il y a un choix aussi dans ce que tu fais. C'est pas que aléatoire. Exactement. C'est pas que aléatoire. Non. En fait, il y a l'aléatoire quand tu vas tirer la carte, mais il y a une sélection, comme je disais, de par les conversations qu'on a avant l'épisode. Et des questions que je trouverais intéressantes de te poser, quoi. Ok. Donc, c'est un choix sans être un choix. Donc, je te tends le paquet de cartes. Donc, tu vois, il y en a quand même un certain nombre. Ouais. Je vais te proposer donc d'en tirer une. Okay. Toc. Donc, je te propose de la lire. Ok. Et tu as le choix. Soit tu en retires une, mais tu ne pourras pas la reposer. Ok. Soit tu réponds à celle-là que tu as en face de toi. Si tu étais un artiste, qui serais-tu et pourquoi? Je vais la reposer et je vais te dire pourquoi je la repose. Ouais, ok. Mais... Je suis pas fort pour retenir en fait les noms d'artistes. Les noms d'artistes et ce qu'ils ont fait. Je m'intéresse. En fait, j'ai découvert l'art il y a peu de temps. Et en fait, c'était un truc où j'étais pas sensible. Avec mon épouse, on s'est rendu compte de ça, qu'on s'y intéressait pas. Donc, tous les deux. Ouais, tous les deux, c'était un truc qui nous, enfin, voilà, on aime regarder les films, les séries et tout, mais on s'y intéresse depuis peu. En fait, j'ai peu de connaissances là-dessus et du coup, c'est quoi les centres d'intérêt autour de l'art que vous avez aujourd'hui? Du coup, on va plus s'intéresser au film, plutôt le cinéma et l'architecture un peu plus extérieure. C'est-à-dire qu'on est parti à Rome, à Florence. Vous appréciez un peu plus maintenant le fait de regarder les choses. Et on regarde, on compare, on essaie de se renseigner de qui a construit tel monument, etc. pour dire ah ouais tiens ok, c'était dans cette époque-là que ça a été créé et c'est quoi l'impact, voilà. Mais c'est tout récent et donc je la repose pour ça. Bah tu vois, c'est intéressant aussi de le voir. C'est-à-dire que maintenant, vous pouvez avoir des conversations autour d'un verre. Oui, alors l'architecte... Non, peut-être pas à ce point-là. Mais on va dire, tiens, j'aime bien cette bâtisse. Mais en fait, pourquoi je l'aime bien? Ah ouais, en fait, parce que elle me rappelle ça. Et du coup, en fait, c'est plus ça, les liens. Ouais, c'est génial. C'est génial de se découvrir ça. Tiens, vas-y. Allez, j'en tire une autre. Hop là, celle-ci. Allez, je te laisse la lire. Ah, ça c'est top.
Enfin, c'est top. Ça me parle plus. Si tu devais te réincarner dans un animal, lequel serait-ce et pourquoi? Et donc, du coup, ça, en fait, c'est un truc sur lequel on est sensible. Alors, dans la famille, on essaie souvent de trouver nos animaux totems. Ouais, super. Et moi, celui qui ressort tout le temps, c'est le cerf. Et vraiment, je pense que c'est un animal qui me correspond pas mal. Et j'aimerais bien me réincarner dans un cerf. Alors, un cerf, pas forcément qui aurait une meute ou plusieurs, je sais pas comment on dit chez les cerfs, mais plusieurs femmes et plusieurs enfants. Mais plutôt dans l'image de le côté conduire les autres. Ça, c'est un truc qui est important pour moi. Et cet animal, je trouve qu'il le montre bien parce qu'il a une côté de force. Une force qu'on ne voit pas. Enfin, je connais très peu de personnes qui peuvent dire « Ah ouais, moi j'ai croisé un cerf l'autre fois en forêt ». C'est un animal qu'on voit peu, qui reste très discret. Mais par contre, quand on le voit, il impose une sérénité et un côté sécurité. Et c'est souvent ce qu'on me renvoie, que j'amène à une certaine sérénité, une certaine sécurité en fait dans ma posture et dans ma manière d'être. Donc au début, c'est les gens qui me renvoyaient ça. Et puis petit à petit, je me suis intéressé à cet animal-là et effectivement, je le trouve intéressant pour ça. Il y a le côté sécurité, sérénité. Et puis le côté, j'emmène les gens en fait. Et il y a ce côté-là en fait pour le cerf. Donc j'aime bien le côté meneur. Ouais. Il y a ce côté-là que j'aime bien. Et tu disais que vous faites ça dans la famille? Ouais, on a aussi nos animaux totems, ouais. Et donc c'est quoi? C'est que tu utilisais les cartes totems là? Ouais, on a les cartes totems sur lesquelles on regarde. Et puis quand on regarde, quand il y a des animaux qui viennent à nous de manière spontanée et auxquels on s'y attendait pas, on essaye de dire tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Là, t'as un cochon qui débarque, tu ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui fait que... Pourquoi il y a un cochon là? Non, mais par exemple, du coup, sur notre voiture, sur le rétroviseur de côté de ma femme, il y a une buse qui s'est posée pendant un moment. Et elle était là, on était à l'arrêt dans les bouchons. On s'est dit, mais pourquoi elle se pose là? Il y a aucune raison, mais juste on s'est dit, tiens, si ça avait une signification. Donc on s'intéresse en fait aux animaux totems comme ça. Et puis de se dire, il y a des animaux qu'on aime naturellement et on sait pas pourquoi. Ma fille, tu parlais du cochon, c'est drôle parce que ma fille est fan de cochons. C'est marrant. Mais on sait pas du tout pourquoi. Et en fait, le cochon, il a ce côté très social, vivre avec les autres. Il a ce côté douceur malgré tout ce qu'on peut avoir comme image. Ouais. Et en fait, dans sa fonctionnalité dans le monde animal, en fait, il amène tout ça en fait, le cochon. Et du coup, ma fille, elle a ce côté-là. En fait, c'est social, elle va vers les autres, elle est très douce dans ses gestes, dans l'empathie, etc. Et le cochon, il a ça comme valeur. Et je trouvais ça drôle de se voir. Alors, du coup, on fait des liens parce qu'on a envie de les trouver. Oui, hein. c'est ça. Ouais. Mais ouais, les animaux totems, ça nous parle. Ouais. On fait pas mal ça dans la famille. Ouais. Mais du coup, donc, qui dit animal totem dit animal et dit qualité. C'est quoi la qualité qui émerge? Alors, souvent, tu disais sérénité et sécurité, mais est-ce qu'il y a autre chose? Dans la valeur côté cerf, du coup, je sais plus trop comme ça, mais ouais, moi j'avais plutôt retenu côté sérénité. Sérénité et sécurité? Ouais, plutôt ça, et plutôt le côté meneur. Meneur? Ouais, c'est plutôt les deux éléments que moi j'ai retenu de ça. Bah, Ouais. super. Et puis le deuxième animal, parce que j'aime bien. Ah, t'en as plusieurs? Non, j'en ai C'est un très deuxième juste, parce que c'était un animal qui m'a toujours fait peur, c'était l'abeille. Ok. Et on parlait des peurs l'autre fois, et je devais avoir 20 ans ou 21 ans. Et je me suis dit, en fait, j'en ai un peu marre d'avoir peur de cette petite bête. Tout le monde dit qu'il faut la protéger, ce qu'elle doit avoir un intérêt quand même. Donc je me suis intéressé au monde des abeilles. Et du coup, c'est un animal qui me fascine. Je sais pas si je voudrais être réincarné en abeille, parce qu'ils ont une durée de vie très courte quand même. Mais en plusieurs abeilles, les unes après les autres. Mais non, je trouve que c'est un animal qui est assez fabuleux dans l'organisation qu'ils ont, dans le truc de, on n'a pas besoin de communiquer au sens, enfin, ils ont très peu de systèmes de communication entre elles, mais tout se fait naturellement, juste par acculturation. Et en fait, je suis un peu fan de cet animal par rapport à sa capacité d'adaptation au changement, à l'évolution, etc. Et de réussir à perpétuer leur tradition, en fait, malgré tous les changements autour. Donc c'est un animal, moi, qui me fascine. Je voudrais pas être réincarné dedans. Et c'est marrant, c'est-à-dire que t'es passé de la peur à la fascination. Ouais. Et c'était un moyen, encore une fois, de lutter, parce que c'était vraiment une peur bloquante. Hein. Il y avait, ça volait, je devais rentrer dans la maison, m'enfermer. Ouais, genre les repas à l'extérieur où t'as les abeilles qui tournent autour. Ouais. C'était vraiment une peur qui était envahissante et j'en ai eu un peu marre, en fait, de me dire, tout le monde dit que c'est chouette. C'est que, quand même, elle est pas si méchante que ça, quoi, la petite bête. Ouais. En tout cas, ce serait toute une autre discussion pour dire comment tu dépasses un truc comme ça, parce que du coup, si tu devais vraiment rentrer et que maintenant il y a une sorte de fascination, c'est quand même un trajet qui a dû être fait. Quoi. Alors, je te propose maintenant, je prends le même paquet, hein. Tu vas en sélectionner 2. Ok. Tu vas lire les 2 et tu vas choisir celle qui te parle le plus. Et si tu es dans une envie de zèle, tu peux même répondre aux 2 si tu le souhaites. Ok. Hop, je prends la première et hop là, je prends la deuxième. Tu fais pas partie des gens qui prennent au milieu, toi. En fait, c'est intéressant. Quand j'ai réfléchi, je me suis dit, naturellement, j'ai envie d'aller au milieu. Ouais, moi, la plupart du temps, les gens prennent au milieu. Et c'est pour ça que des fois, j'essaie de changer pour tourner. Mais c'est marrant, les gens prennent souvent au milieu. Ouais, moi, j'ai fait... Et je me suis dit, peut-être que tu avais pensé à ça. Et j'aime bien essayer de... Oui, je comprends. Sortir des sentiers battus. Raconte-moi la dernière fois où tu as fait quelque chose pour la première fois. Et si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel serait-ce et comment l'utiliserais-tu? Alors, la dernière fois que j'ai fait quelque chose pour la première fois,
En fait, j'ai fait pour la première fois un arbitrage au basket. Ouais. Et c'est un truc que j'avais pas fait. Tu t'étais formé, tu Ouais, disais. je m'étais formé à ça, mais j'avais jamais vraiment officié en fait, voilà. Et fin d'année dernière, j'ai eu ma première fois en tant qu'officiel. J'avais la tenue de l'officiel, etc. Et ça fait bizarre de retrouver une première fois à presque 40 ans. Ouais, je comprends. Et de me dire, en fait, j'étais avec un petit jeune à côté de moi, il avait 16 ans ou 17 ans. Et lui, il faisait ça depuis 2 ans. Et c'était, en fait, lui, il était le premier arbitre. Donc, dans les arbitres, on est 2 arbitres, il y a un chef et puis il y a l'autre. Donc, moi, j'étais l'autre. Et je me suis retrouvé avec un jeune de 17 ans qui m'apprenait à faire un truc, alors que le basket, j'en fais depuis 20 ans, 30 ans. Ouais. Et ça fait bizarre, en fait, de se dire, en fait, je connais les règles. Mes coups de sifflet, ils sont pas bons. Mon positionnement, il est pas bon. Les coachs, ils se disaient que comme j'étais l'ancien, je maîtrisais. Et au fait de compte, je me suis pris plein de remarques. Alors, bienveillantes, hein, ça se fait toujours dans un... Mais je me suis dit, waouh, en fait, les premières fois... C'était galère. Hein. Ouais, c'est nul. C'est nul les premières fois. Et ouais, et en fait, c'est ça. Et je me suis dit, on oublie ces premières fois après le temps. Hein. Là, tu me poses la question, je raconte cette anecdote-là, mais je l'avais oublié presque. Ouais. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon c'est paralysant, mais de me dire en fait quand on se retrouve à faire quelque chose pour la première fois, d'accepter d'être débutant alors qu'on a plutôt arrivé à mon âge intermédiaire ou expert sur certains sujets, c'est bizarre en fait de retourner débutant sur quelque chose et de se dire ok, j'ai des compétences quand même, je sais communiquer avec les gens, donc pour le basket ça aide, mais sur le fond, je découvre. Ça nous réapprend l'humilité à chaque fois. Ouais. Hein. Ouais. Ouais, et ça, ouais. Qu'est-ce que tu penses du super pouvoir? Est-ce que tu as une idée ou pas? Ouais, en super pouvoir, moi j'aurais une baguette magique et j'exaucerais des vœux. Les vœux des autres, du coup. Ouais, ou les miens, hein. Ou les tiens, ouais. Mais j'aime bien ce super pouvoir de la baguette magique parce que je trouve qu'il est utile. Et je le ferais un peu mode paillette licorne, quoi. Tu vois, d'amener un truc... Je suis en train de t'imaginer avec... Ouais, parce que je trouve que on oublie dans notre monde que des fois, il n'y a pas besoin d'avoir un vœu, d'avoir plein d'argent, en fait. Des fois, juste... je vois ma fille, elle nous demande régulièrement, et c'est marrant, hein, c'est quoi ton rêve réalisable et c'est quoi ton rêve irréalisable? Et nous, des fois, on va chercher. C'est elle qui vous demande ça? Ouais, c'est elle qui nous demande ça, ouais. Mais dans la conversation de tous les jours, quand on pourrait te demander comment s'est passée ta journée, quoi. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et tout le temps, elle, c'est un truc hyper petit. Par exemple, l'autre fois, on a une petite piscine dans la cour, vraiment tout petit. Et elle nous dit, moi, ce que je rêverais de faire, là, c'est qu'on aille tous les 4 dans la piscine. Alors que c'est un truc, c'est rêve réalisable, quoi. Ouais, rêve réalisable, mais je me dis, en fait, c'est pas du rêve, quoi. C'est une activité, quoi. Mais elle le voit. Et j'aimerais avoir cette baguette magique pour dire aux gens, c'est quoi ton petit rêve du moment, là, qui t'amènerait de la paillette dans ta vie? Parce que je trouve qu'on oublie, avec notre âme d'adulte, ce petit moment-là. Donc, j'aimerais avoir ce super pouvoir-là, pas pour changer le cours des choses du monde, etc., mais juste de rappeler aux gens qu'on peut faire un tout petit truc et que ça change notre manière de voir les choses sur le moment, en tous les cas. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en vrai, tu l'as, ce super pouvoir. C'est un petit peu ce que tu fais au quotidien, non? C'est ce que j'essaye, mais je trouve que d'avoir l'outil baguette magique... C'est parce qu'il te manque la licorne et tout ce qui vient avec, c'est pour ça. Il y a l'imaginaire. Mais toi, le coup de baguette et ça apparaît, quoi. Ouais. Tu sais, il n'y a pas besoin de convaincre la personne, il n'y a pas de processus contraignant, d'effort à faire. C'est le truc, hop, c'est immédiat. Tu l'as maintenant. Génial. Hop. Ouais, ce serait ça. Ouais, super. Bon, maintenant j'ai une image de toi avec la baguette et la licorne et les trucs. Non, au contraire. Alors, ce que je te propose maintenant pour cette dernière étape, donc tu vois, je vais remélanger les cartes. Comme ça, on n'a plus le doute du milieu, du pas le milieu. C'est que tu vas en sélectionner 3. Et moi, je vais sélectionner celle que je vais te poser. Ok. Donc là, je prends au milieu. Ok. Est-ce que tu peux nous lire les 3? Ouais. S'il te plaît. Parle-moi de 3 rêves que tu as ou 3 objectifs que tu t'es fixés. Pour quelle chose es-tu reconnaissant dans ta vie et quand as-tu été ému pour la dernière fois et pourquoi cela t'a-t-il ému? Ok. Dans ces 3-là, est-ce que tu peux en enlever une? Ouais. Je vais enlever celle sur les rêves. Ok. Et du coup, je vais prendre les 2 autres et puis je vais te poser une des 2. Je savais déjà laquelle. Pour quelle chose es-tu reconnaissant dans ta vie? Pour le fait que ma femme soit restée tout le temps avec moi. 19 ans, c'est ça? Ouais, 19 ans, 13 ans de mariage. Et ouais, je suis reconnaissant envers elle parce que la stabilité, ça n'a pas fait forcément partie de... Alors, mon parcours professionnel, on en a parlé, mais de ma vie d'enfance. Et du coup, cette stabilité-là, pour moi, elle était importante de trouver. Et je trouve que à 21 ans, de trouver la femme de sa vie, c'est un peu le côté romantique, etc. Mais moi, j'ai eu la chance de trouver vraiment mon alter ego avec qui on partage beaucoup de choses. On n'est pas d'accord sur tout, on n'a pas le même fonctionnement. Mais par contre, ouais, je suis vraiment reconnaissant envers elle parce que elle a toujours été présente sur les moments compliqués, mais aussi sur les moments heureux. Et elle a toujours su me faire confiance.
Parce que pour elle, le changement, c'est inquiétant. Elle n'a pas changé de boulot, elle a toujours les mêmes collègues. Là, elle a un départ en retraite d'une collègue, c'est qui va venir après, etc. Et moi, je change tout le temps. Et du coup, je suis vraiment reconnaissant parce que elle apporte la stabilité en termes d'image dans notre couple aux enfants. Et c'est pas forcément facile à maintenir. Et du coup, elle a su, avec cette stabilité-là, avec ses repères fixes, de me permettre à moi de changer et de faire ce que je voulais faire. J'aurais pas pu le faire avec quelqu'un qui aurait eu le même profil que moi. Parce que trop de changements, finalement, on n'a pas de sécurité pour personne, en fait. Donc, je suis vraiment reconnaissant envers elle. Super. Est-ce qu'il y a autre chose qui te vient à l'esprit ou quelqu'un d'autre? Ou est-ce que c'est principalement la personne qui t'est venue à l'esprit? Principalement, ouais, quand même. Et après, je suis reconnaissant aussi plus de manière ésotérique, mais de pouvoir faire ce que j'aime comme je l'aime. Alors, je m'en donne les moyens, on m'en donne les moyens, mais je trouve que j'ai cette chance de faire des rencontres. Je la crée probablement, mais j'ai cette chance de faire des rencontres toujours de personnes qui m'inspirent et qui vont arriver comme par hasard à un moment dans mon parcours où j'ai besoin d'entendre, où j'ai besoin de voir un truc qui va me changer. Et ouais, je fais confiance à la vie un peu en me disant, jusqu'à présent, là, toutes les rencontres que j'ai faites, même négatives sur le moment, ça m'a amené aujourd'hui à comprendre que, en fait, à ce moment-là, ça m'a aidé, en fait. Tu sais qu'on dit que la chance est un hasard qui se provoque. Ouais, c'est une belle définition, hein, mais j'ai trouvé ça beau aussi. Ouais, c'est un peu ça, en fait. On a toujours l'impression que ça arrive comme ça par hasard, mais quand on remonte un peu le fil, c'est ce que tu disais, hein, les micro-décisions qu'on a pu prendre qui ont amené à ce moment-là. Ouais, c'est important, ouais. Eh bien, super. Merci beaucoup, Nicolas, pour Merci à toi. Tout ce partage et cette sincérité que tu nous as donnée dans ce moment-là. Si on veut continuer la papote avec toi et qu'on veut te contacter, comment est-ce qu'on peut faire? Le plus simple, c'est la page LinkedIn. Ouais. Ouais, sur mon nom sur LinkedIn, ça reste le plus simple. C'est mon seul réseau actif, on va dire. Ok. Merci, je mettrai les coordonnées, quoi qu'il arrive. Et puis, ok. Si on veut te contacter, les gens auront toutes les infos. Super, merci à toi. Merci beaucoup. Et puis, à la prochaine. Ouais, à très vite. Salut. Salut.